Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui veulent évoluer dans l'esprit autant que dans le corps. Dans l'épisode du jour, je suis pas tout seul, je suis avec Vincent. Ça va Vincent? Très bien, Nickel. Pierre. Donc Vincent, on va commencer tout simplement directement. Je te laisse te présenter naturellement, sans rentrer dans les détails, mais je te laisse te présenter. Ok, alors moi je suis Vincent Brigand, je suis ostéopathe et directeur du centre BIAPI sur Plougastel d'Aoulas, près de Brest. Ça fait 18 ans que je suis ostéopathe et ça fait déjà 6 ans que j'ai créé le centre qui accompagne les patients et les sportifs amateurs ou haut niveau en fonction de leur projet. Ok, très bien. Pourquoi déjà BIAPI? Pourquoi? BIAPI en fait c'est un peu c'est le B de être, A action, P posture et I innovation. Ok. C'est un petit peu tout le cheminement qu'on est censé faire lorsqu'on est pris en charge ici. Donc au tout départ, moi je suis thérapeute, je prends les gens pour les soigner. Donc la plupart du temps, les gens ont des problèmes souvent de douleur. C'est le mot qu'on entend le plus dans la journée. J'ai mal à un endroit, j'ai mal à un autre et surtout ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Donc ça peut être des objectifs aussi simples que de marcher au quotidien, comme de faire leur travail, comme aussi atteindre leurs objectifs sportifs. Donc je suis parti de ce postulat-là, il fallait soigner les gens et puis au fur et à mesure je me rends compte que l'origine des douleurs elle est diverse. Elle peut être mécanique mais elle peut être aussi inflammatoire, mais elle peut être aussi finalement émotionnelle, existentielle. Et donc c'est de comprendre qui on est, être à travers finalement un réglage de la posture, un coaching de l'action, et puis après un coaching aussi de l'innovation, c'est-à-dire comment on peut interagir avec son environnement et puis avec les autres au quotidien pour progresser sur son action, sur sa posture et sur son être. Voilà. Ok, très clair. Très très clair. Moi, je te connais déjà un petit peu, mais pour du coup, les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours sportif, d'où tu viens, tu as un sport en particulier que tu as fait, ce que ça t'a apporté dans la vie et comment tu le vois actuellement, ce ou ces sports? Moi, je suis tombé dans le judo très tôt parce que c'est mon papa qui m'a initié. Voilà, c'était toute la famille en faisait. Au dojo de Cornouailles, sur Concarneau au départ, et puis Quimper ensuite, parce que c'était la même entité à ce moment-là. C'était un regroupement de clubs qui était un des plus gros clubs bretons pendant une période. Et puis est toujours le cas, c'est toujours un gros club, toujours un gros club, hein, mais c'est vrai que c'est un nouveau enseignant et ami qui exerce actuellement la fonction d'enseignant, Nicolas Cloteau. Il est accompagné aussi d'autres enseignants euh, au sein du club. Et en tout cas, c'est avec lui que je travaille le plus et puis qui m'a accompagné sur ma suite de carrière. On va dire carrière, mais c'est pas vraiment une carrière, hein, c'est un parcours sportif davantage. Donc je suis tombé dans le judo très tôt. Donc le judo avec un enseignant, Michel Potier, qui était un des premiers professeurs en Bretagne de judo, Ok. qui a été formé au dojo brestois, qui a été au Japon dans les années 60. Qui nous a transmis la voie du budo, l'essence même du judo, des valeurs du judo, la technicité aussi, le fait de faire du judo avec précision et puis aussi avec l'intention de bien faire, de faire des belles choses et des choses efficaces dans un environnement structuré, structurant qui était le judo à ce moment-là. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais le judo se modernise, il devient davantage un sport qu'un art martial. Ok. C'est pour ça qu'il y a des dérives un petit peu sur cette activité que j'affectionne énormément et j'aimerais bien contribuer à travers mon approche à réaligner un petit peu avec en tout cas ce que moi je conçois du judo et cette philosophie du budo. Ok. Voilà. C'est quoi ces dérives dont tu parles? Alors, c'est pas des dérives, mais c'est des évolutions qui, pour moi, je pense qu'on perd un petit peu l'âme parfois de l'art martial. Ok. C'est des attitudes, c'est des comportements, mais c'est lié aussi à l'évolution propre du judo en fait. Le judo, c'est un art martial qui est issu du jujitsu.
qui a été créé par Jigoro Kano en 1882. Donc Jigoro Kano, c'est un ingénieur, c'est un ingénieur du sport qui a été mis en place par l'empereur du Japon à ce moment-là pour créer une méthode éducative et sportive pour structurer la jeune génération. Ok. Voilà. Il y avait un petit peu de déperdition, on vit un petit peu ce moment-là aujourd'hui. C'est marrant parce que aujourd'hui les jeunes sont un peu en perte de repères, que ce soit éducative. Au niveau sportif, effectivement, ils s'entraînent soit beaucoup, soit pas du tout. Mais ils n'ont pas forcément de but dans cette recherche-là, j'ai l'impression. Alors que l'idée, c'est d'avoir un but, de s'améliorer personnellement pour peut-être apporter une petite pièce, une petite part, en tout cas, à l'édifice qu'est notre société. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus parlant. Et c'est marrant, cette dérive, elle va un petit peu, cette évolution du judo, on est parti sur un judo très axé sur la performance, mais la performance finalement de compétition. Alors le judo, moi j'ai appris ça, mais dans le judo, il y a 3 niveaux finalement d'évolution dans le judo. Il y a la première évolution, la première étape du judo, c'est d'apprendre à se défendre. Voilà. Bon, après, apprendre à se défendre, ça prend des techniques de self-défense finalement, que le judo propose. Après, il y a une évolution qui va être plutôt physique et mentale. Donc on va beaucoup répéter, on va beaucoup travailler, donc c'est des entraînements de plus en plus durs et exigeants. Donc c'est le niveau 2 du judo, quoi. Et le niveau 1, c'est la transmission. Donc la transmission Niveau 3, du coup. Niveau 3, pardon. Ouais. Niveau 3, c'est la transmission qu'on a naturellement, qu'on va pouvoir faire sur quelqu'un qui est moins gradé ou qui connaît moins. C'est une transmission, c'est ce partage. Et c'est ce qu'on doit aussi peut-être faire. L'idée, c'est d'avoir un transfert sur son quotidien, sur sa famille ou sur son entourage, son environnement. Donc le judoka, c'est le judoka ou la judokate, c'est le chef de la maison. C'est celui qui donne le ton dans la maison, qui montre l'exemple. L'exemplarité, incarner des valeurs, transmettre des valeurs, des idées, un mode de pensée, un mode d'action. C'est les bases, c'est les fondements du judo. Ok. Ouais, donc c'est pas un sport à proprement parler, c'est plus qu'un sport à proprement parler. C'est une manière de vivre, c'est un art martial, c'est un art de vivre. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai appelé un peu dérive, mais qui n'est pas une dérive, mais c'est pour moi des défauts de comportement qu'on peut voir sur le tatami. Bien sûr, souvent les grands champions expriment leur joie, etc. Mais il faut voir qu'ils ont une responsabilité aussi, celle d'être exemplaires. Il y en a qui expriment leur joie de manière spontanée, qui signent, etc. C'est super. Un enfant, je ne sais pas s'il a la maturité pour comprendre tout ça. Parce que le respect, on parle souvent de code moral ou d'attitude dans le judo, mais de prospérité mutuelle et de la bonne utilisation de l'énergie. Tout ça, on le voit par exemple quand quelqu'un va signer une victoire et qu'il va y avoir un peu de débordement. Il y a le respect dans la gagne, mais il y a aussi le respect dans la défaite. Quand on gagne, effectivement, c'est toujours bien de modérer un peu aussi cette émotion-là par respect pour l'adversaire. Et puis quand on perd, effectivement, c'est la même chose. On ne va pas à chaque fois faire une réclamation à l'arbitre ou on voit des débordements un petit peu comme ça de plus en plus. Mais c'est le reflet effectivement de l'éducation générale, du mode de pensée, voilà. Et à travers le sport, normalement, quand on travaille bien son corps, quand on travaille l'ensemble du corps de manière globale, on active tout ce qui va être des ressources aussi cognitives qui nous permettent aussi d'avoir un cerveau équilibré, un cerveau qui va permettre d'être capable d'analyser, de ressentir, de calculer, de se projeter, de conceptualiser. Et ça vient à travers, comme le judo était un petit peu enseigné avant, on faisait une multitude de mouvements, mais de manière écologique avec le corps, on ne le forçait pas trop. Aujourd'hui, on est dans la recherche de la compétition, de la performance, et donc on n'a pas beaucoup de temps pour explorer toutes les techniques, donc on va aller rapidement vers quelques techniques, on va épuiser un peu son potentiel, explorer et épuiser un peu son potentiel sur ça, parce que le but c'est de gagner. Mais du coup, c'est-à-dire que cognitivement, on va aussi développer qu'une partie de soi et on va se priver d'une autre.
Je ne sais pas si je me fais comprendre, Si, plus ou moins, mais, oui. Mais je comprends, ouais, l'état et c'est un du... petit peu ce qui se passe aussi quand on fait de la pratique de musculation ou de renforcement musculaire. Effectivement, si on travaille uniquement les mêmes leviers musculaires, on va avoir effectivement on va avoir, un développement un peu cognitif qui va tendre aussi à renforcer ces points-là. Ok, Alors c'est pas un mal, au contraire c'est très bien parce que parfois ça permet aussi d'être, si on est à l'aise dans un sport, on va développer, on va appuyer sur là où on est bon, et puis on va renforcer aussi ces traits un peu de tempérament et d'attitude, etc. Mais c'est toujours mieux quand on essaye d'être le plus complet, parce que plus on est complet, plus on est adaptable, plus on est capable de travailler ensemble, d'harmoniser l'environnement dans lequel on est, que ce soit entre humains ou entre collègues, dans sa famille, etc. ok, Voilà. ok. Bon, on part un peu loin, hein, Ouais, mais mais, ouais, mais tout ça, ça reste quand même c'est de la neuroscience, c'est le développement neurocognitif. Et aujourd'hui, on voit bien, beaucoup de sportifs de haut niveau travaillent plein de choses de manière transversale pour être le plus complet au oui, niveau physique, mais de plus en surtout au plus, niveau ouais. de la gestion du stress, au niveau de l'adaptation. euh, on le sait maintenant et bon, on le travaille de plus en plus. Mm, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on va de plus en plus ça. Le judo, du coup, est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans le choix de ton métier actuel qui est donc ostéopathe? Et bah, au-delà de ça, c'est quoi qui t'a fait choisir ce cursus dans l'ostéopathe? Bah, au départ, moi, quand j'étais vraiment petit, moi, c'était le sport, hein. J'adorais le sport. En fait, où je me plais, moi, c'est dans l'action. Être dans l'action parce que je vis et je vibre dans la réalisation de l'action. J'aime bien, euh, j'aime bien découvrir les activités et puis j'aime bien après me challenger vis-à-vis d'elles. Hmm, Pas forcément vis-à-vis des autres, mais plus par rapport à moi-même et par rapport au fait de découvrir jusqu'où on peut aller. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Alors sur ce parcours-là, bah, forcément, du judo, je me suis blessé. Et à partir du moment où je me suis blessé, j'ai rencontré bah, des kinés, des ostéos. Et puis ça m'a semblé être évident En fait, ça a attisé ma curiosité de voir comment les gens pouvaient nous remettre sur pied ok, ouais. avec des techniques manuelles. Et donc je suis parti sur ces études-là, sur ce cursus-là. Et surtout, le métier d'ostéopathe reste un métier manuel. Hmm, Et donc finalement, on reste oui, dans l'action manuelle, dans l'action physique, qui me plaît. Et puis ça m'a permis aussi je m'étais dit, voilà, avec toujours cette idée parce que j'étais aussi, même si moi j'étais compétiteur, et c'est un milieu dans lequel j'ai aimé évoluer et j'aime évoluer encore. Là, j'ai repris l'année dernière en master vétéran, là, en judo. Mais c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un laboratoire, quoi. hmm, Pour moi, ça a toujours je été un vois. laboratoire, donc du vivant. Et effectivement, d'aller dans des études de soins, ça m'a permis de comprendre le corps humain, ça m'a permis de savoir comment il était fait, comment il pouvait aussi se détraquer, comment on pouvait le réparer. Et au-delà de mes études d'ostéo, après, j'étais enseignant dans des écoles d'ostéo, j'ai rencontré d'autres ostéopathes qui avaient déjà plus d'expérience de moi. Il y en a, ils avaient 30, 40 ans d'expérience. Ils m'ont transmis leur savoir. J'ai eu la chance d'avoir des compagnonnages avec des gens de qualité qui m'ont épaulé, en fait, qui m'ont répondu en tout cas à mes interrogations, parce que je me posais toujours beaucoup de questions, parce que mon but était toujours de réussir à soigner. Hmm, oui, Euh, je suis compétiteur, alors, sans être compétiteur, mais quand j'ai un patient, je me mets toujours le challenge de pouvoir au moins le sortir de cette situation-là, quoi. oui, Alors le soigner, oui, en général, on peut toujours réussir à soigner quelqu'un. Et puis si j'arrive pas, au moins que je puisse le mettre sur la bonne voie pour qu'il puisse y trouver des solutions ailleurs. Donc j'ai toujours eu effectivement cette capacité à m'ouvrir sur ce qui était envisageable, de sortir du contexte pour pouvoir répondre à un besoin. ok, Et ça, c'est aussi le judo qui m'a appris ça, parce que quand on n'arrive pas contre un adversaire, ou quand un partenaire nous met en difficulté, bah, effectivement, il faut se remettre un peu en question, remettre son système d'attaque en question, revoir son mode d'entraînement, son attitude parfois aussi vis-à-vis de tel ou tel adversaire ou partenaire, et puis du coup de s'adapter. Et l'adaptation, ça demande toujours un peu d'inconfort. Voilà. toujours, c'est vrai. Et est-ce que tu peux expliquer dans le global, vraiment dans le macro, c'est quoi les étapes, le parcours pour devenir ostéopathe, si quelqu'un qui nous écoute veut Oui. devenir ostéopathe, et bah, en plus des conseils que tu aimerais donner avec le recul que tu as. Oui, alors
j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour être ostéopathe, bon, la première des choses, je pense qu'il faut avoir une part d'empathie assez importante parce que, en fait, c'est un métier qui va s'inscrire comme dans la durée. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui changent un petit peu de métier rapidement. Mm. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que finalement, ils ont plus. Est-ce que ça peut être économique? Ça peut être. C'est parce que finalement, ils se rendent compte que c'est difficile de s'occuper des personnes? Ou est-ce que c'est le fait qu'effectivement, c'est un métier qui demande une exigence technique et pratique? Et donc, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le métier et puis qui abandonnent. Et j'ai été enseignant pendant quelques années, mais ça fait déjà plusieurs années que j'ai arrêté. Donc, je suis un peu décroché de cet univers-là de la formation depuis le Covid. Donc, pour moi, je pense qu'il faut. La priorité, c'est d'avoir beaucoup d'empathie. Mais après, il faut aussi avoir comme du courage et une exigence dans le travail. Ok. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas hyper motivé dès le départ, c'est 5 ans d'études, et derrière ces 5 ans d'études, c'est le début de l'aventure. Mm. Et le début de l'aventure, c'est il faut s'accrocher, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de repères, ils ont beaucoup de choses à régler, que ce soit physiquement, mais aussi cognitivement, c'est-à-dire mentalement. Oui. Il y a beaucoup plus de stress environnemental qu'il y a 15-20 ans. Mm. Et donc, il faut réussir à être capable, il faut être stable, il faut être technique, efficace, et en même temps, il faut être empathique. Donc, faut avoir une grosse capacité d'adaptation, et en même temps, sans perdre le cap de ce que la personne veut. Donc, je pense qu'il faut, si vous vous lancez dans des études d'ostéopathie, l'empathie, c'est important, ça ne fera pas tout, et il faut avoir surtout du courage et pas avoir peur d'échouer et de recommencer à chaque fois. C'est comme le judo. Avec un patient, au début, on chute parce qu'on n'y arrive pas. Et il faut quand même rassurer la personne et lui dire qu'on va y arriver tôt ou tard, mais il faut être carré, il faut être très structuré. Ok. Il faut avoir des process au départ, et puis au fur et à mesure des expériences et de votre pratique, vous allez modifier votre process. Au début, c'est un process plutôt scolaire, et puis au fur et à mesure, vous allez vous approprier votre process, mais jamais oublier qu'il y a quand même des grandes clés, il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas passer à côté de certaines choses. On pose la question au patient, enfin on l'accueille, on lui pose des questions, on l'écoute, on prend le temps d'observer, on prend le temps de le soigner. On prend le temps de prendre des nouvelles, on prend le temps de le reprendre si ça ne fonctionne pas, toujours en se mettant en cause. Le patient, quand il vient avec quelque chose qui n'a pas été, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Il ne faut jamais remettre en question le patient dans un premier temps. Il faut toujours réussir à se mettre à la place de celui qui a peut-être pas donné ce qui était nécessaire, donc soit sur la séance, soit dans le conseil. Oui. Il a manqué sûrement quelque chose, donc toujours être effectivement très pro, très carré. Ok. Mais ça s'apprend aussi. Oui, Donc avec l'expérience. ça s'apprend, et il faut avoir des enseignants qui soient de cette trempe-là aussi. Donc il y en a quelques-uns qui sont dans les écoles d'ostéopathie, et ça c'est bien. Mais j'ai envie de leur dire qu'il faut être empathique et avoir beaucoup de courage de se lancer dans cette aventure aujourd'hui. Ok. Et c'est un métier de toute façon où du coup tu évolues vis-à-vis de la clientèle que tu as et de chaque patient qui passe, comme tu disais quoi. C'est-à-dire que ta pratique peut évoluer, mais en soi, elle doit toujours tendre vers répondre aux besoins du patient. Oui. Après, il y a aussi répondre aux besoins du patient et avoir une éthique thérapeutique. Il y a des patients, parfois on ne va pas pouvoir les soigner, il faudra leur dire que ce qui peut les soigner, c'est ça, et ça, l'orienter. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Il faut vraiment, quand on veut soigner quelqu'un, on ne lui ment pas. Oui. Comment dire, je suis désolé. Quand on prend quelqu'un en charge, il ne faut pas lui mentir, il ne faut pas lui raconter des histoires. C'est pour ça que, comme je te disais, il faut être très systématique. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, il faut lui dire sans jugement, ça, c'est quelque chose qui ne va pas, qu'on va devoir régler, ou en tout cas mettre en exergue. Je vois souvent des gens qui viennent avec des problèmes de poids. Comme je leur dis, le problème, c'est pas toujours le poids, mais c'est un facteur favorisant sur ce qui vous arrive. Alors, et beaucoup de mes collègues, par exemple, ne posent jamais la question de combien vous pesez. Ok. Alors que moi, je pense que c'est important de le poser. Alors, il y a toujours la manière dont on le pose, mais si on demande juste connaissez-vous votre poids et votre taille, il n'y a rien de
Il Oui. n'y a rien de grave. En Mm. fait, la personne, elle le dit pas. Si elle veut pas le dire, bon, on dit ok, est-ce que vous avez à peu près une idée? Et parfois, bah, ça peut être aussi pour elle un moment où elle va prendre conscience qu'effectivement c'est un problème. Mm. Parce que si elle veut pas le dire, Oui, voilà. Et c'est donc vrai. à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi la rassurer sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à devenir, qui va pas devenir permanent, parce qu'il y a des choses pour perdre du poids, il y a des choses pour peut-être se motiver à changer. Voilà. Il y a des gens qui me disent ouais, le poids c'est un problème, j'ai essayé tous les régimes. Mais je fais peut-être que les régimes sont bons, mais peut-être que finalement, si vous faisiez différemment, si vous mettiez votre focus sur autre chose, peut-être que votre poids il descendrait naturellement. Ok. Typiquement, là j'ai une patiente qui venait, puis il y avait des troubles inflammatoires au niveau digestif, et finalement on a modifié deux, trois choses au niveau de son assiette. Euh, voilà, 3-4 mois après, bah, en fait, elle m'a dit bah, ce qui est super, c'est que déjà j'ai moins mal au ventre et j'ai moins mal au dos, j'ai moins de poussée inflammatoire. Et elle me dit grosse surprise, j'ai perdu 4-5 kilos. Quoi. Et en fait, finalement, elle faisait beaucoup d'activités par rapport à ce poids-là qu'elle n'arrivait pas à perdre. Et puis à partir du moment où elle a compris que finalement, il fallait peut-être s'axer sur un équilibre de l'assiette, et puis certaines techniques respiratoires, et puis certaines approches du sport, et ben finalement, elle n'a pas fait plus d'efforts qu'avant en sport. Elle a fait juste différemment sur son assiette. Elle l'a surtout équilibré. Elle ne s'est pas privée plus que ça, mais elle a mis plus de légumes. Elle a mis moins de certaines choses. Sur les féculents, elle est partie sur des féculents qui étaient moins transformés. Plus du Oui. quinoa, plus du riz complet, plutôt que des pâtes ou d'autres Mm. féculents qui étaient pas forcément adaptés. Et ben, l'inflammation a diminué, moins de douleur, perte de poids. Elle se sent plus à l'aise pour faire son sport, donc elle en fait un petit peu plus du coup depuis peu. Elle fait surtout principalement du vélo elliptique, des choses comme ça. Ok. Ok, ça marche. Et sur du coup, le parcours d'études en lui-même, c'est très rapidement, hein, mais par où tu passes et vers où tu vas? Alors il y a plusieurs manières d'être ostéopathe. Moi, mon parcours, c'est un post-bac, c'est-à-dire que on passait à ce moment-là en entretien dans une école, et puis après on rentrait sur un cursus. Nous à l'époque c'était 6 ans. Ok. Ça a été ramené ensuite à 3, puis 4, puis 5 ans, d'accord? Parce qu'il y a une reconnaissance du métier en 2007, Oui. enfin Ouais. 2002, reconnaissance du métier, légifération des études et de la pratique d'ostéopathe en 2007 et 2013, reconnaissance aussi de certaines écoles Mm. et institutions. Mais voilà, donc ça c'est post-bac, un entretien, et puis après on rentre dans un cursus de 5 ans. Après, on peut être kiné, ou médecin, ou infirmière. Et là, il y a des cursus qui sont dits post-gradués. Et ça veut dire que c'est sur 3 ans. Ok. Et donc, c'est dans les écoles d'ostéopathie qui sont. Alors, avant, les écoles d'ostéopathie faisaient les temps complets comme moi et les temps partiels, on appelait ça. Et maintenant, je crois, peut-être je me trompe, mais je crois que maintenant, vraiment, les écoles temps complet font uniquement les temps complets. Et il y a des écoles spécifiquement pour les kinés ou les médecins et qui font que du post-gradué. Et Ok. eux, ils ont des formations de 3-4 jours tous les mois pendant 3 ans. Donc c'est assez dense aussi. Voilà. Ok. Ouais, je vois. Donc après, euh, il y a des gens qui vont vouloir comparer lesquels sont mieux. J'ai envie de dire que ça dépend vraiment de votre implication dans vos études. Ok. On peut faire du temps partiel comme les kinés et être hyper impliqué. Dès qu'on rentre de la formation, on travaille sur ses patients. On se cultive du monde ostéopathique et puis de la thérapie en soi, une thérapie manuelle et de son métier de soignant. Et puis là, on peut être très bon. Et puis on peut être un temps complet et qui ne fait rien pendant 5 ans. On Mm. a le diplôme et puis à la sortie, on n'est pas hyper efficace. Mais on peut être aussi un temps complet, hyper investi, on s'entraîne tout le temps. Et puis à la fin, voilà, Ok. on est au top. Et puis finalement, ça dépend vraiment de votre engagement sur vos études. Ok. Ouais, donc quelqu'un de motivé, engagé, qui est courageux et qui a envie d'aider les autres, mon avis, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Et on peut parler de beaucoup de gens qui s'installent, mais je pense que quand vous avez ces qualités-là, ça peut être un peu dur au départ, mais si vous y accrochez, ça peut le faire. Ok. Très bien. Voilà, à Oui, vous de sortir de votre zone de confort. c'est ça. C'est le but. C'est toujours la même chose. Et oui. On passe un petit peu à un autre registre en soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux enfin, exposer un petit peu tes records personnels en termes de sport principalement, donc que ce soit des titres en judo, que ce soit sinon de l'apnée, des temps, des durées en bain froid, vu que ça on va y venir juste après. Euh, Tout ce qui est dans ce registre là, rapidement. Rapidement, alors en judo,
J'ai couru après certaines choses pendant des années, mais j'étais un explorateur du judo. Mon meilleur score, on va dire, mais c'est pas un podium, hein, c'est une 5e place sur un 3e division française. Ok. Euh, c'est honorable. Après, voilà, j'ai eu des places régionales, qualificatives pour les phases nationales. J'étais plusieurs fois sur des championnats de France, 2e division, 3e division. Au moment où j'étais au top en compétition, le première division était difficilement accessible. Ok. Après, ils ont changé un petit peu le mode de sélection et du coup, c'était un peu plus accessible. Mais malheureusement, moi, j'étais arrivé quasiment quarantenaire. Hmm. Et donc là, effectivement, j'étais passé sur autre chose sur mes projets professionnels. Mais j'ai fait la compétition jusqu'à 38 ans. Ok. Et je fais ma dernière compétition à 38 ans, j'ai fait 7e sur les championnats de France de 2e div. Ok. Voilà, ce qui est correct. Ok. Voilà. Et sur le côté bain froid, est-ce que après, je sais pas si tu l'as fait ou pas, mais des records challenge qui sont pas forcément, tu vas l'expliquer, je pense après, Sur des bains. conseillés, mais Oui, alors après, oui, non, en fait, sur des expositions prolongées, au maximum, j'étais dans des eaux entre 0 et 1 degré pendant 20 minutes. ok. Mais c'est le grand maximum. Après, on a été surveillé, encadré, on n'était pas tout seul. Oui. Donc voilà, là, il faut bien comprendre qu'il faut surtout pas faire ça. Ouais. Nous, l'idée, c'était à titre de formation et d'exploration un petit peu de ce qu'on pouvait faire. C'était surveiller, encadré. Et comme je dis, on n'était pas tout seul, hein, on était nombreux à ce moment-là. Et c'était avec l'Académie Vimov. Et c'était une exposition qui a été de 20 minutes, mais qui a été séquencée. Donc 10 Ok. minutes, 10 minutes de glace, non, 5 minutes de glace à 0 degré. On est sorti sans bouger, 5 minutes de glace de nouveau. Et après, on est sorti et on est allé directement dans un torrent en Pologne. Ok. Et là, on est resté 10 minutes. Ok. Voilà. Et la température extérieure, on était à -1, 0. Oui. Donc finalement, on a Effectivement. fait une exposition, on va dire à 0 degré pendant 20 minutes dans l'eau. Et après, il y a quand même des phases à 0 degré dans l'air. Donc Ouais. c'est deux types d'exposition. Voilà. Ok. Mais ça reste comme on est resté peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure facilement à 0 degré, quoi. Ok. Ouais. Et même si je pense qu'en soi, oui, j'ai la réponse, entre autres, mais le plus dur entre, du coup, être dans l'eau, les phases où tu es en sortie et les phases où tu es dans le torrent, est-ce que tu as une échelle de difficulté sur chacun ou que tu sais situer plus ou moins? Moi, j'ai le souvenir dans le bain de glace que ouais, tout le monde n'était pas complètement Ouais. serein. Mm. Euh, Moi, j'ai trouvé le plus dur, peut-être la deuxième fois. Ouais, non, peut-être les premières 5 minutes à 0 degré, là, quand on est sorti et qu'on est re-rentré. Ok. Et une fois que je suis Le fait de lancé, rentrer? ouais, Ouais. non, ouais, en fait, sinon, moi, c'est plutôt sur la fin d'exposition. C'est plutôt Ok. vers les. En fait, ouais, c'est le fait de voir. En fait, parce que du coup, on savait pas ce qu'on faisait. Mm. On n'avait pas de. Alors, ça, c'est un peu dans mon profilage, hein. Moi, j'aime bien savoir un peu où je vais. Et là, on a été vraiment dans l'adaptation parce qu'on savait pas du tout ce qui nous attendait. Ouais, vous saviez pas combien de temps vous Non, alliez rester, on tout nous a ça. rien dit, en fait. Donc, Mm. en fait, moi, j'avais besoin de savoir un peu pour gérer un peu mon focus, mon énergie. Et là, finalement, il fallait surtout se relâcher, se détendre. Oui. Et puis, c'est difficile de se détendre quand on est dans un bain de glace avec. Voilà, moi, je vais plutôt me recentrer sur moi, sur mes sensations, sur ma respiration, alors que d'autres vont, voilà, il y en a qui vont s'exprimer différemment, ils vont faire du bruit, etc. Donc, c'est plus Oui. dur pour soi de se concentrer. Mais voilà, donc là, il y avait surtout beaucoup d'instructeurs, donc des gens qui ont comme l'habitude. Mm. Mais c'était un super challenge et puis non, ça s'est super bien passé. Non, j'ai pas eu de difficulté à le faire en soi parce que une fois que moi j'ai un mode d'emploi, je m'y tiens et puis je m'y accroche. Oui. Et puis non, c'était une belle expérience. Donc ouais, au niveau de difficulté, j'ai envie de dire, ouais, la difficulté pour moi, c'était pas l'exposition froid, c'était de ne pas savoir où on allait exactement. Ok. Et Je vois. une fois que j'ai compris qu'on allait parce qu'on était deux groupes et on a switché et que j'ai vu que les autres y retournaient, donc j'ai compris rapidement qu'effectivement on allait aller dans le torrent. Ok. Et puis et après, je savais à peu près que ça allait être le même timing. Ouais. T'es Donc, assez dans l'analyse quand même. j'ai besoin de me projeter, de savoir un peu où je vais pour pouvoir gérer un petit peu ma débauche d'énergie. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Et après, voilà, j'ai d'autres records un peu
un peu parce que j'aime bien expérimenter, mais voilà, moi j'ai été aussi 2 heures en altitude à randonner avec des raquettes. Ouais. En Donc, étant vêtu ou ouais, non, pas vêtu, quoi. maillot et Ouais. puis avec du vent. Ok, oui. Donc ça c'était assez sympa, mais pareil avec un guide. Hmm. Après, voilà, après c'est des records, mais des records plus, c'est pas des records que je cherche, c'était plus de savoir où est-ce que, qu'est-ce que ça faisait, comment l'explorer. Ouais. Parce que moi j'aime bien tester un peu un petit peu le vivant Ouais. et, S'approcher des limites voilà, sans. s'approcher des limites, les explorer sans forcément non plus prendre de risques. Oui. Parce que voilà, après, il faut, la prise de risque, ça se calcule. Ouais. Et c'est là où aujourd'hui aussi, beaucoup de gens, effectivement, ils prennent trop de risques parfois pour moi, je pense. Hmm. Ils mettent en danger, ils se mettent en danger, ils mettent en danger d'autres personnes. Oui. Donc c'est, voilà, tu as fait des formations avec moi, hein. À chaque fois j'ai un Hmm. discours un peu prévenant Ouais. sur attention, vous pouvez le faire jusqu'à un certain seuil. Après, attention, voilà, l'exposition au froid, par exemple, au-delà de 25 degrés à 0,1 degré, si vous n'êtes pas vraiment entraîné pendant des semaines, enfin des mois et des années, on va dire, et que vous n'avez pas une maîtrise complète de cette approche-là, vous pouvez vite rentrer dans un mode d'hypothermie Hmm. et puis avoir des problèmes euh, soit de réchauffer, voilà, Ouais. soit après cardiaque, hein, ça peut détraquer votre pile cardiaque, tout ça. Hmm. Donc il faut faire vachement gaffe. Voilà, c'est des outils qui sont intéressants et naturels, mais en même temps qui sont très challengeants pour le corps et qu'il faut manier Ouais. avec des pincettes. D'où l'intérêt de se former avec des personnes qui ont des connaissances à ce sujet. Et malgré tout, comme je dis toujours, même si vous êtes formé avec quelqu'un qui se dit être compétent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai. Allez chercher les infos, allez recouper les infos, poser des questions. Moi, sur les formations, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui me bousculent un peu sur ce que je connais, parce que je ne connais pas tout. Hmm. Et du coup, je vais chercher, essayer de trouver, et parfois je peux me rendre compte que peut-être que ce que j'ai dit, ce n'était pas complètement vrai, Hmm. ou en tout cas, je ne l'ai pas exprimé suffisamment clairement pour que la personne soit complètement ait compris vraiment ce qu'on attend de telle ou telle approche. Ouais. Ouais. Ouais, pour toi qui nous écoutes et qui aimerait peut-être à la fin de ce podcast, vu qu'on va parler énormément de bain froid, d'exposition au froid, de techniques de respiration, tout ça, expérimenter soi-même, comme le dit Vincent, c'est important de le faire dans un cadre, dans un bon cadre. Et surtout, moi, personnellement, j'ai fait l'erreur. Ça fait déjà quelques années que je fais des bains froids. Mais en parlant de record, tout ça, moi, j'avais fait une fois, j'ai un bain froid chez moi, mais qui n'est pas électrique et sans glaçon. Donc, en gros, ça descend pas en dessous de 7 degrés, même en hiver. Et j'ai fait l'expérience qui est pas intelligente, hein, avec du recul, hein, honnêtement, de rester le plus longtemps possible dedans. Et donc j'étais resté 28 minutes, je crois, à 7 degrés. Forcément, après je suis sorti, j'étais en hypothermie. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vécu du coup, cette expérience d'hypothermie. Mais c'est là que on se rend compte que ce que tu dis, c'est totalement vrai, de vraiment se former et se faire former plutôt encore plus pour justement éviter ces risques. Et moi, c'est vrai qu'avec du recul comme ça, je me reconnais dans ce que tu dis. Ça, c'est. On fait tous ces expériences. Après, c'est pareil. Moi, je suis le premier à avoir fait des erreurs, hein. Moi, je vais nager en mer. Mm. Je vais nager en mer l'hiver. Et voilà, donc déjà, il y a une partie, au tout départ, je le faisais sans bouée. Alors, il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là, à cette période-là. Ça existait pas beaucoup dans le commerce non plus. Oui, aussi, ouais. Donc c'était avant 2020, voilà, donc je nageais et puis voilà, et puis parfois je nageais pas le long de la plage, j'avais tendance à m'éloigner. Mm. Et puis une fois, effectivement, j'ai eu le froid qui est rentré, j'ai eu moins de contrôle et j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Mm. Et je le dis souvent sur les formations, bon, voilà, mettez toutes les conditions, pour éviter l'accident. Une bouée, être souvent accompagné, c'est bien. Ouais. Être à deux pour se baigner, c'est toujours mieux. Et puis à la limite, quand vous êtes seul, demandez à votre conjoint ou à un copain ou à de la famille de rester à proximité ou tout au moins de leur dire que vous êtes à tel endroit. Ouais. Et ça permet effectivement parfois d'éviter certaines situations Mm. complexes. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la journée type de Vincent, en comprenant un petit peu aussi ton quotidien, donc tes habitudes, par exemple, ça va être ta fréquence de bain froid, tes habitudes de respiration, est-ce que tu le fais tous les jours, est-ce que tu le fais souvent, tout ça.
un petit peu dans le global, une journée type, mais également ta routine dans la vie de tous les jours. Ouais, alors du coup, ma journée type actuellement, euh, bah, souvent je me lève. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une vie de famille. Oui. Donc j'ai ma femme qui travaille sur une clinique médicale, donc elle se lève plus tôt, elle part un peu plus tôt, donc après moi donc je me réveille en même temps qu'elle à peu près, ou parfois un peu plus tôt. Si je me réveille avant elle, enfin en général je vais faire ma respiration directe. Je vais Ok. faire une technique respiratoire, soit de la méditation, soit de la respiration, donc ça me prend entre 20 minutes et une demi-heure. Mhm. C'est un choix, c'est un temps que je m'accorde. Le temps c'est quelque chose de précieux, on se rend pas compte, mais les gens me disent j'ai pas le temps. Ben, si on a toujours le temps, mais c'est une question Mhm. d'organisation Mhm. et de choix. Ouais, c'est clair. Donc en fait, moi je prends ce temps-là pour faire ma respiration. Alors pourquoi je fais cette respiration-là, c'est important de le dire aussi, c'est que moi j'ai fait pas mal de poussées inflammatoires. Mhm. J'ai un terrain inflammatoire et c'est ce qui m'a un peu limité parfois dans certaines progressions sportives et qui m'a vraiment handicapé à une période de ma vie. Et effectivement, j'ai appris des techniques qui sont des techniques anti-inflammatoires et des pratiques anti-inflammatoires que je mets en place de manière effectivement quotidienne, pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire. Mhm. Donc la respiration en fait partie. Donc c'est des respirations de type de la respiration de la méthode Wim Hof, où je fais plusieurs cycles, entre 3 et 4. L'idée, c'est pas de faire un maximum de ventilation ou d'apnée sur cette technique-là, mais c'est de pratiquer assez régulièrement. Donc il y a des périodes où je les fais quasiment tous les jours. Et maintenant, j'ai un rythme de, on va dire, 2, 3 fois par semaine. Ok. Et ça me convient bien. En fait, il n'y a pas de protocole vraiment type. L'idée, c'est de comprendre des outils pour pouvoir les appliquer après à vous-même. Mhm. Chacun a sa vie, chacun ses contraintes et chacun son niveau finalement d'organisation. Et donc, il faut réussir à l'intégrer dedans. Oui. Donc, moi, je respire. C'est le matin, avant le petit-déj, à jeun. Souvent, j'ouvre la fenêtre pour que j'ai de l'air frais dans la pièce. Hop, soit j'ai un tapis de sol, je me mets sur un tapis de sol, soit je reste dans mon lit. Je peux le faire assis ou allongé, ça dépend de ce que je vais chercher. Si c'est plutôt allongé, c'est pour chercher plus une détente maximum et voilà, d'être vraiment relâché avant même de commencer ma journée. Si par contre je sens que je suis un petit peu en manque d'énergie, je vais me mettre plutôt assis et puis en tailleur et je vais ventiler. Donc Ok. ça va dépendre un petit peu de ce que je vais rechercher. Après, je mets le petit-déj, je prépare le petit-déj à toute la famille. Je prends mon petit-déj en famille, je m'occupe de mes enfants. Je dépose ma fille à l'école. Mon fils est autonome, il a 15 ans. Mais ça a été, pendant une période, c'était un peu le même process. Et Mhm. puis après souvent, c'est soit je vais directement au travail, soit je vais courir un petit peu avant. Il y a une bonne période de ma vie où je faisais du sport, j'allais respirer et je faisais du sport directement. Mais là, je me levais beaucoup plus tôt. Je Ok. me levais à 5h30, 6h du matin. Ouais. Et j'ai arrêté ça parce que j'avais beaucoup trop de charge de travail Mhm. et la famille a besoin aussi que je sois là. Donc les morning glory, ça marche pas tout le temps. Voilà. Donc j'ai fait ça, parfois je cours, ça dépend aussi un peu des périodes de l'année. Oui. Donc en gros, après je peux trottiner 20 minutes, une demi-heure, ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Ou aussi faire du rameur, ça va dépendre. Après je prends une douche et puis après je vais travailler. Ok. Et je vais travailler par gros bloc de demi-journée. L'idée, c'est de me dégager un peu de temps pour développer aussi tout le reste du projet sur le centre, en fait, les projets qu'on peut mettre en place, que ce soit sur les stages, les formations. Voilà. Ok. Et donc, voilà, j'ai 2 journées dans ma journée. Ok. Et puis après, j'essaye de récupérer ma fille à 4h30, le petit goûter, la petite collation, les devoirs. Et après, Mhm. je retourne au travail souvent. Ok. Voilà. Ou alors, si ça ne, ouais, un petit peu, je vais retourner souvent, ouais, je vais travailler souvent. Et puis après, il y a le judo aussi, parce que voilà, je garde Oui. toujours les entraînements. Et puis mon fils de 15 ans fait du judo. Ok. Et ma fille fait aussi des judo, mais c'est le mercredi. Donc à ce moment-là, c'est une semaine sur deux avec ma femme, on s'organise. Ok. Et puis le soir, ça va dépendre. Soit on va dîner pas trop tard, 19h, 20h. Après, on passe du moment en famille, puis coucher, quoi. Ok. Donc la soirée, ça va dépendre. Voilà, soit lecture, soit parfois voilà, un film. Ça va dépendre un petit peu ou soit on va dormir assez tôt. Ça va dépendre. Ok. Voilà. Après, avec les beaux jours qui arrivent, le soir, on va essayer de profiter davantage d'aller dehors. Mhm. Peut-être marcher, courir, aller nager. Ça va dépendre. Ok. Mais c'est vrai que il n'y a pas de journée de type parce que Oui. finalement, ça va dépendre des saisons. Oui.
Mais c'est vrai que voilà, en général, la respi d'abord. Et puis j'ai pas dit ouais, sur des demi-journées aussi, c'est que je vais faire du sport à la salle. Oui, C'est là qu'on s'est rencontrés. oui, Voilà. ouais, bien Bah, sûr. c'est depuis un an parce Ouais, que j'ai eu un problème de dos qui m'a demandé d'être accompagné. Et du coup, j'ai trouvé de l'aide et les compétences chez Pierre-Yves d'Athletic ouais. Camp. Mm. Et du coup, on a travaillé ensemble pour me remettre mon dos d'équerre. Voilà, donc voilà, parce que je suis un homme à 1000 projets et porter 1000 projets à la fin, le dos il prend un petit peu. Oui, Donc voilà, forcément. donc j'ai trouvé un très bon appui Athletic Camp avec Pierre-Yves. Mm. Et Qui est déjà passé dans le podcast. exactement. Ouais, Et du coup, on a un feeling qui passe bien, on a les mêmes motivations intrinsèques, on sait ce qu'on veut, on est dans l'entreprise des choses, on a envie de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses, de servir les autres. Et du coup, on s'entend bien, et puis voilà. Donc mm. c'est plutôt pas mal, c'est une bonne coopération. Et puis mon dos va mieux. Voilà, donc là, ça va faire un an. Donc là, j'ai réussi à ne pas arrêter le judo complètement et revenir quasiment au même niveau un an après. Ouais, Donc bilan plutôt positif, j'ai appris plein de choses à ses côtés. Lui aussi a appris plein de choses. Et puis j'ai rencontré des gens super comme toi. c'est ça. Ouais. Ouais, oui, sans cette rencontre à la salle, tout simplement, moi, c'est vrai que bah, je ne l'ai pas dit avant le podcast, hein, mais du coup, nous, on a eu l'occasion de faire une formation. Ouais, Comment on peut ouais, une ouais. formation, hein, Tu as fait un workshop. ouais, un workshop. Donc bah, ici même hein, au centre et bah, qui m'a permis de moi j'avais déjà un petit peu les grandes bases on va dire de la respiration méthode Wim Hof exposition au froid mais le retour que j'avais fait à Vincent c'est tout simplement qu'en fait quand tu es encadré et que tu n'as pas à penser toi-même et que tu as un professionnel qui sait exactement qui a approfondi lui-même la méthode pour te former ça n'a rien à voir et les sensations que j'avais eues ici n'étaient pas du tout les sensations que j'avais reproduites tout seul, en effectuant tout seul justement cette respiration, cette exposition au froid. C'est vrai que c'est pas pareil. Bah, d'être l'accompagnement ou le coaching a tout son intérêt. En fait, Mm. beaucoup de personnes aujourd'hui, avec cette époque un petit peu des applications où on fait soi-même ses exercices, c'est très bien parce que ça permet déjà parfois de commencer quelque chose, de s'approprier un petit peu. Mais en soi, il faut comprendre que l'interaction humaine, elle est essentielle. Et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui vous observe, qui vous corrige, qui vous encourage quand vous avez besoin, Mm. c'est la fonction même du coach. Et si vous voulez progresser, il est nécessaire d'avoir un coach. Ouais. Enfin, moi j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il n'y a que quelques années, euh, mais c'est peut-être ce qui m'a parfois empêché de progresser, c'est de vouloir toujours tout faire tout seul. Oui. Finalement, la meilleure des choses, c'est parfois de demander de l'aide, de se faire accompagner, et puis finalement ouais, de progresser avec quelqu'un. Ouais. Et ça s'applique dans beaucoup de domaines de la vie. Il faut juste être coachable, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Oui, c'est ça. Mm. Et moi, j'étais assez réfractaire aussi au début de tout vouloir faire tout seul, tout expérimenter par moi-même. Dans ma pratique du street lifting, j'ai été amené à me faire coacher. Et c'est à partir du moment où honnêtement je me suis fait coacher que là j'ai vraiment évolué. C'est là qu'on a vraiment appris des bases et c'est. Enfin oui, moi je suis totalement en accord avec ce que tu as dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à celui qui nous écoute ce que c'est la méthode Wim Hof, d'où ça vient, pourquoi tu as voulu faire ça, même si du coup tu l'as un petit peu expliqué avec ton passé, mais si tu peux revenir dessus et bah, expliquer ce que c'est, par où tu passes pour devenir justement instructeur Wim Hof, mais déjà ce que c'est la méthode en soi. Alors, la méthode Wim Hof, Wim Hof, c'est un Hollandais qui a développé cette approche-là. Donc, c'est un Hollandais qui est recordman du monde de plusieurs exploits, que ce soit d'exposition au froid, que ce soit de l'apnée sous la glace, que ce soit l'ascension de l'Everest Mm. sans oxygène ou du Kilimanjaro aussi sans oxygène. Voilà. Il a battu 26 records au Guinness Book. C'est quelqu'un que moi j'ai découvert à travers effectivement ce problème d'inflammation que j'ai dû gérer et que finalement j'ai compris que sa méthode allait aussi potentiellement m'aider à performer et puis à faire d'autres choses, hein. Et donc c'est une méthode qui a 3 piliers qui sont la respiration, l'exposition au froid et le mindset, Oui. le mental.
Et du coup, lui, il s'est inspiré de la méthode Tumo, du yoga Tumo, qui est le yoga du froid, c'est un yoga qui se pratique effectivement dans la neige, avec les moines tibétains. Donc, certains moines tibétains se recouvraient de linge trempé et ils devaient rester s'exposer dans le froid et ils ne devaient sortir de leur méditation qu'une fois que le linge était sec. Ok. Et donc, il y avait un monsieur avant Wim Hof qui enseignait ça en France, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, à l'âge de 94 ans, c'était monsieur Maurice Daubard, et qui a importé cette approche-là en France et qui a été érigé à titre de moine tibétain. Il avait refusé ce titre pendant de longues années, il a accepté à la fin, après 90 ans je crois, et son fils a repris aussi cette formation-là. Ok. Et donc ça se passe dans les Alpes, je crois, ou dans le sud-est de la France, dans les Alpes du Sud, je ne sais plus où c'est exactement, mais en tout cas, vous pouvez trouver ça facilement, Maurice Daubard. Et donc Wim Hof, il s'est intéressé de cette pratique-là, mais il l'a popularisée en la simplifiant. Il s'est surtout concentré sur un type de respiration au départ, puis après il en a proposé 2, 3 autres. Et après l'exposition au froid, il a mis un process en place avec des étapes à respecter. Et puis au niveau de l'état d'esprit, il a aussi donné des consignes un petit peu de coach, dans quel état d'esprit on devait se mettre, etc. Et l'idée, c'est que ces 3 piliers s'auto-alimentent au fur et à mesure. Et ce qui fait progresser. Voilà. Donc l'exposition au froid, elle a plusieurs avantages, hein, que ce soit au niveau de la récupération, au niveau de la gestion du stress, au niveau de la perte de poids. En fait, c'est parce que ça joue sur plusieurs leviers physiologiques. Il y a le cardiovasculaire, il y a l'endocrinien, il y a même au niveau immunitaire, ça mitige les inflammations. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé par rapport aux troubles que j'avais et que j'ai réussi à soigner comme ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai voulu me former pour pouvoir le proposer aussi à mes patients. Voilà, donc j'ai accompagné une multitude de patients hein, depuis 2021, je suis à plus de 500 personnes formées. Ah oui. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content en sachant que je suis tout seul sur la structure à le proposer et puis que je suis ostéopathe, on va dire, la majorité de mon temps. Et donc c'est un de mes outils thérapeutiques. Voilà, donc ça me permet d'aider les gens qui sont sur des poussées inflammatoires ou des gestions du stress, qui sont à l'origine parfois de leur douleur. Donc même si on a fait le travail mécaniquement, c'est une méthode d'entraînement qui leur permet d'aller mieux. Ouais, qui n'est pas très exigeante finalement. Ça ne demande pas de matériel parce que la respiration on peut le faire chez soi. L'exposition au froid, vous pouvez commencer soit déjà par la douche, après ça peut être en mer, et puis sinon après vous pouvez aussi vous exposer au froid, vous enlevez votre t-shirt et puis Oui. vous allez dehors, c'est un élément extérieur. Après il y a glace et neige, là on est sur un niveau un peu supérieur, Oui. mais la méthode reste la même, quoi. Ok. Très bien. Et donc pour se former, c'est ce que tu posais comme question. Ouais. Il y a l'académie de Wim Hof en Hollande. Après, il y a des formations qui sont soit en Espagne, soit en Pologne. Ok. Et il faut se former. C'est qu'en anglais. Donc il faut parler anglais. Et puis faut bosser parce qu'il y a il y a pas mal de choses à connaître au niveau de la physiologie, au niveau des études en lien avec l'approche. Et voilà, donc on est formé, évalué, et tous les ans on a une recertification. Il faut repasser une certification tous les ans pour montrer qu'on est toujours au point sur les ressources scientifiques et puis sur les approches. Voilà, il faut continuellement se mettre à la page. Ok. La respiration, si tu dois donner, forcément, on va pas rentrer dans le détail parce que ça va être un peu long, mais si tu dois donner en fait quelqu'un qui n'a pas du tout idée de ce que c'est la respiration Wim Hof, montrer, enfin pas montrer forcément, mais expliquer le processus de respiration un petit peu, la manière dont on respire pendant la session par exemple. D'accord. La respiration de base Wim Hof, elle va consister à respirer de manière déjà diaphragmatique. Donc c'est une respiration ventrale. Donc le diaphragme, c'est un muscle qui sépare effectivement la cage thoracique du système digestif. Et c'est un muscle qui, quand vous inspirez, descend. D'accord. À partir du moment où il descend, il crée une pression négative, on va dire, quelque part, qui va permettre à l'air de rentrer dans les poumons. Ok. Donc là, c'est le principe même de la mécanique respiratoire. Ok. Donc la technique, on l'a fait allongé ou assis, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va rechercher et surtout de ce qu'on peut faire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester allongées et des personnes qui préfèrent être allongées parce qu'elles sont plus à l'aise. D'accord. Et donc dans la respiration de base de la méthode Wim Hof, on dit que dans un cycle, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de ventilation qui va consister à ventiler 30 à 40 fois.
l'étape de rétention poumon vide, c'est-à-dire qu'en fait, à la dernière expiration de la 30 ou 40e fois, on va relâcher. Donc on va rester en apnée, donc rétention poumon vide, c'est-à-dire on reste en apnée pendant X secondes. Ça va dépendre de votre capacité à gérer finalement l'apnée. Au bout d'un moment, quand vous avez envie de respirer, vous allez inspirer et vous rentrez dans une inspiration poumon plein bloqué. Et c'est la phase d'inspiration rétention poumon plein. Ok. Et ces 3 étapes, donc ventilation, rétention poumon vide, rétention poumon plein, vont constituer un cycle. Chaque cycle, en fait, après on va faire 3, 4 cycles, 5 cycles, 6 cycles, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Et l'idée, c'est à chaque fois d'augmenter cette phase de rétention poumon vide. Donc par exemple, si je prends un cycle 1 où je suis resté 30 secondes en rétention poumon vide, le cycle 2, c'est possible que je passe à 45 secondes, voire 1 minute. Ok. Et l'idée, c'est d'augmenter au fur et à mesure pour repousser en fait, votre capacité à gérer finalement la montée de dioxyde de carbone. Et c'est cette montée de dioxyde de carbone qui fait que souvent on a envie de respirer. Voilà. Et c'est là où finalement on va on va apprendre à gérer un peu le stress. Oui. Voilà, on va apprendre un petit peu à hacker le système nerveux. Voilà. Et améliorer un peu sa tolérance au CO2, quoi, du coup. Amélioration de la tolérance au CO2, exploration de l'hypoxie, parce que finalement, quand vous hyperventilez, vous saturez un peu l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène, il est au plafond. On a 98% d'oxygène en fait en nous. Quand on ventile, quand on hyperventile comme ça, on va arriver à 100%. Ok. Finalement, ce qui va nous donner envie de respirer, et donc quand on hyperventile, on va chasser maximum de dioxyde de CO2. Ok. Et au fur et à mesure que vous allez finalement être en apnée, l'oxygène va diminuer et le CO2 va augmenter. Et à un moment, c'est à ce moment-là, quand ils vont être à peu près à se croiser, c'est là où on va avoir un réflexe d'avoir envie de respirer, d'inspirer. Et finalement, toute cette phase-là où finalement le CO2 monte, vous êtes aussi en hypoxie, c'est-à-dire que l'oxygène, il est consommé. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que votre corps, il est capable de rester tranquille alors que vous ne respirez pas. Donc on peut faire des rétentions au bout de X cycles, parfois de 4-5 minutes, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Après, l'idée, c'est pas de battre des records d'apnée sur cette rétention-là. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'alignement, la connexion avec son corps, ses sensations et la gestion de l'exercice. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, je suis resté déjà à plus de 4 minutes 30. Mais parce que je me suis entraîné régulièrement, c'est de l'entraînement. Mais il n'y a pas d'intérêt à rester 4 minutes 30 en apnée rétention de poumon vide si on n'a pas un objectif précis, quoi. On peut, si on a juste un besoin de détente, un besoin de gestion d'inflammation, etc., on peut rester entre 2,30, 3 minutes maximum et ça fera très très bien l'affaire. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu sais dire en moyenne une personne qui n'a pas forcément pratiqué, en moyenne, combien de temps elle pratique cette rétention, quoi? Ça va dépendre de ses activités physiques au quotidien. Ok. Si elle est assez sportive, on va dire, et puis qu'elle est capable de gérer un peu ses émotions, son état interne, sur une première ventilation, elle peut rapidement tenir plus d'1 minute, 1 minute 30. Ça va dépendre de chacun. Après, quelqu'un qui respire pas très bien, qui a une respiration mécanique déjà qui n'est pas idéale, déjà il va pas bien oxygéner, il va pas bien perfuser, il va pas saturer très très bien d'oxygène et puis il va pas sortir beaucoup de CO2. Voilà, il va peut-être rester 30 secondes, 45 secondes déjà. Et puis après, il ne sera pas forcément bien parce qu'il va avoir rapidement des pensées parasites, des choses comme ça. Son état interne n'étant pas bon, Très mental son mental ne va pas être rassuré. Et voilà, c'est ce qu'on dit en fait. On a le cerveau reptilien qui se met en alerte quand on manque d'oxygène et surtout quand on a une augmentation de CO2 et qui nous demande de respirer. Et à ce moment-là, pour nous faire respirer, il nous ramène à des états internes de stress avec des pensées parasites, de peur, de choses comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on aura un moment, on ne va pas rester concentré, on va perdre le focus et on va vouloir respirer. Donc l'idée, c'est finalement, quand on a ces idées-là, c'est de réussir à les chasser, de se recentrer sur ses sensations. Et parfois, on peut avoir ça au bout d'1 minute. Et puis si on arrive à se détendre, on peut durer 1 minute 30, 2 minutes. Et c'est ça qu'il faut réussir à reproduire. C'est du transfert de cette pratique-là au quotidien. Vous voyez, quand vous êtes au travail ou quand vous êtes dans une épreuve sportive et que vous commencez à avoir des pensées parasites, c'est votre cerveau reptilien qui est en train de parler et qui vous demande de partir. Tout le monde a eu cette sensation-là sur un examen ou une épreuve sportive
de se poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Ouais. Et en fait, c'est le stress. Et Ouais. donc, si vous respirez et que vous restez tranquille et que vous reconnectez à vos sensations, ça part. Ouais. Voilà. Il y a un énorme côté mental sur cette pratique. Les trois, en fait, la respiration, l'exposition au froid, le mental, s'auto-alimente. Mm. En fait, le mental, c'est surtout, le mental se travaille surtout dans le froid. Mm. Si vous respirez, vous allez augmenter votre capacité à produire de l'énergie parce que l'explorer l'hypoxie, ça va augmenter finalement votre capacité après à fixer de l'oxygène. L'oxygène, c'est le carburant de l'énergie. Pour produire de l'énergie, donc produire de la chaleur dans l'eau froide. Et plus vous restez longtemps dans l'eau froide, plus vous allez apprendre à gérer vos émotions. Mm. D'accord? Alors l'idée, c'est pas de rester non plus 10 ans, Oui. mais plus on va pouvoir rester confortable dans l'eau froide, ou en tout cas mieux gérer le stress du froid, et ben plus votre mental va être rassuré. Ok. Voilà. Après, il y a d'autres leviers physiologiques, on pourrait passer des heures, hein, Oui. mais on sait que le froid aussi active certaines zones au niveau amygdalien, et donc ça joue aussi quand on le gère, ça joue aussi sur le fait de mieux gérer ses peurs. Ok. Et ils font beaucoup de recherches sur ça actuellement. Ok. Oui, c'est de plus en plus exploré ça, Ouais. ces sujets. Donc on va voir ça, on a hâte de voir Ouais. les résultats. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, moi, j'avais beaucoup de mal auparavant à comprendre le fait que, tu vois, je vais imager avec un exemple qui sera plus parlant, plus simple. Euh, sur la méthode Wim Hof, pardon, le maximum que j'avais fait, c'était en rétention 4 minutes 37. Le maximum que j'avais fait classiquement en pratiquant de l'apnée à sec, donc poumon plein, c'était 2 minutes et difficilement plus, quoi. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à dépasser 1 minute 30, 2 minutes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, justement, pourquoi tout simplement, poumon vide, j'arrive à faire 2 fois plus de temps que poumon plein, alors que c'est contradictoire dans le sens où quelqu'un, on lui dit, tu penses que tu vas respirer, enfin retenir ta respiration plus longtemps, poumon vide ou poumon plein, tout le monde va te répondre poumon plein. Donc est-ce que tu saurais un petit peu expliquer ça Alors, ou pas ouais. forcément? Alors tu vois, j'ai pas mes fiches avec moi là, mais Oui. je crois que c'est une histoire de pression au niveau de, en fait, la quantité d'oxygène que tu as dans tes poumons, quand tes poumons pleins et poumons vides. L'idée, c'est que tu as un troc entre le dioxyde de carbone Oui. et l'oxygène. D'accord? Donc à partir du moment où effectivement tu as une augmentation de CO2 dans ton corps, et ben, c'est troqué par de l'oxygène. Et du coup, finalement, enfin, je dirais des bêtises là, je l'ai pas en tête, mais je pense que c'est plutôt ça en fait. Après, le truc, c'est que, est-ce que tu as, non, je dis des bêtises, là j'étais en train de m'enfoncer, je pense. Est-ce que quand tu as fait de l'apnée poumon plein, tu as hyperventilé avant? Poumon plein, non. Alors c'est peut-être plutôt pour ça. Ok. En fait, voilà, c'est surtout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as fait une apnée à sec poumon plein, tu n'as pas hyperventilé avant. Donc Ouais. finalement, tu n'as pas diminué ton CO2. Ok. Alors que nous, quand on fait la ventilation Wim Hof, on fait diminuer le CO2. Ouais. D'accord? Ok. Et on sature un peu l'oxygène. Et c'est ce que je te disais, tu vois, il y a ce recoupement. Et donc, c'est cette période-là où tu es en apnée. Hmm. Ok? Si ton CO2, tu l'as pas finalement purgé de ton corps Il était trop haut, quoi. il était déjà trop haut. Ok. L'idée, c'est de faire diminuer ton CO2 au maximum. Ok. Je pense que c'est plutôt ça. Ok. Ouais. Je vois. Après, ouais, c'est des mécanismes très Ouais. complexes, je suppose. Ouais, c'est pas si complexe, mais dans ma tête, je pensais que tu avais hyperventilé avant l'apnée. Non, ouais. Mais J'avais fait, en fait, ouais, sur la méthode Wim Hof, poumon vide, bah là, du coup, oui, j'avais ouais. hyperventilé. Mais sinon, non, effectivement, j'avais pas. C'est pour Ouais. ça que tu vois, en apnée, il y a beaucoup de gens qui font de l'hyperventilation avant de plonger. Ouais. Mais c'est déconseillé parce que tu peux faire des phénomènes de syncope. Oui, des syncopes, ouais. Ouais, Et donc, ce que la j'ai- méthode Wim Hof, c'est ça qui est important à dire aussi, c'est que c'est jamais à faire avant d'aller en mer plonger. Ou Ouais. même d'aller. Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai fait du Wim Hof sur la plage et après, je suis allé me baigner. Et là, j'ai fait des apnées. Bah, ça, c'est pas du tout une bonne pratique. Hmm. Vous pouvez éventuellement faire de la ventilation sur la plage et vous baigner. Mais en général, il ne faut pas mettre la tête sous l'eau, il ne faut pas s'immerger, il faut juste s'exposer. Hmm. Mais l'idée aussi, c'est que l'idée du Wim Hof,
c'est de stresser le corps, ce qu'on appelle ça le principe hormétique, c'est de créer finalement un stress aigu ponctuel sur le corps pour qu'il puisse finalement réagir. Donc si vous créez un stress aigu déjà par la ventilation et que derrière vous faites un stress aigu par l'exposition au froid, alors le corps il peut encaisser quand même quoi, mais je trouve pas ça hyper cohérent de faire toujours tout d'affilée. Je pense que parfois il faut lui laisser un peu au temps à votre corps de se réadapter, au moins quelques minutes, quelques heures avant de s'exposer ou d'enchaîner. Ok. Voilà, donc après, par exemple, moi le matin quand je fais ma ventilation, derrière je vais faire une douche froide. Mais une douche ça reste 30 secondes, Oui. 1 minute, 2 minutes maxi quoi. Mais je vais pas par exemple faire un bain de 4 minutes à 0 degré. Et il y a beaucoup de gens qui, dans l'approche de la méthode Wim Hof ou dans l'exposition au froid, ou enfin en tout cas dans cette approche un petit peu de respiration, breeze work et de froid, parfois ils enchaînent tout et du coup ça crée beaucoup de stress physio et c'est contre-productif parce que finalement vous allez faire monter votre cortisol dans votre corps et finalement vous allez être plus stressé et c'est pas top. Ouais. Ah. Et justement, tant qu'on est sur cette piste-là, un petit peu, qu'est-ce que tu répondrais aux questions classiques qui reviennent souvent quand on parle de bains froids, c'est-à-dire à quelle fréquence est-ce que tu dois faire des bains froids et surtout aussi à quelle température tu dois faire ces bains froids? Ça va dépendre de l'objectif. Oui. Si on est sur un objectif, par exemple, récupération, par exemple, quelqu'un qui fait du sport, qui veut faire de la récupération, il n'y a pas nécessité d'être sur un bain froid très intense. L'idée, c'est d'être sur un froid modéré et limite, c'est presque mieux de faire de l'alternance chaud-froid. Et là, c'est intéressant. Après, par exemple, si on est sur si on a une perte de poids, là, l'idée, c'est d'être sur un froid très intense, mais pas forcément très longtemps. 3-4 minutes, ça va suffire. Ok. Et si on est sur une phase plutôt gestion du stress, on peut être sur un froid plutôt modéré. Entre les deux, entre le froid très intense et puis le froid, le froid de récupération. Et l'idée, c'est de rester plus longtemps. Voilà. Donc si en termes de température, peut-être que je me trompe, mais par exemple, pour la perte de poids, on peut être sur du froid entre 0 et 1 degré, 2-3 minutes, voilà, c'est violent, hein, ça va taper dans les graisses, ça va taper dans la thermogénèse, donc on va avoir une action, le corps il va venir brûler un maximum de choses, et puis au niveau endocrinien, il va relancer pas mal de choses aussi. Après, au niveau récupération mentale, on peut être sur un froid à 4-5 degrés, et puis faire 8 minutes, voilà. On dit souvent c'est 8 minutes par degré, donc c'est pour ça que je dis 8 minutes, parce qu'on dépasse ces 4-5 minutes à 400 degrés, parce qu'on va travailler le mental. Et après, quelqu'un qui fait la récup, ça peut être de l'alternance chaud-froid, donc après, voilà. Et puis après, il y a ceux qui sont vraiment habitués, et puis qui gèrent bien tout le process, oui, ils peuvent faire de l'alternance chaud-froid très fort. Donc glace, sauna, et là on reste sur un training, voilà. Et le chaud, c'est hyper important, c'est aussi important que le froid. Et il y a eu la mode du froid. Aujourd'hui, les gens ils comprennent que effectivement il faut du chaud parce que les gens qui font que du froid, à un moment ils sont pas hyper bien. Donc il faut du chaud, c'est obligé. Sinon au niveau rénal, les surrénales elles travaillent trop, ça crée trop de stress. C'est ce que tu expliquais toi dans la formation. Je crois que c'est moi qui t'avais posé la question sûrement. C'était qu'une personne qui par exemple est vraiment à un métier très très prenant, très stressant, elle ne pourra pas faire autant d'exposition au froid, de bain froid, qu'une personne qui est très bien dans sa vie, n'est jamais stressée, n'a pas un travail très prenant ou ne travaille pas. Toute une question de quota un petit peu, non? C'est une question de dosage. Alors, si, en fait, elle pourra le faire, mais c'est quoi l'objectif? Ça va dépendre de ce qu'elle va chercher. En fait, si elle cherche. L'idée, c'est par exemple, si elle fait du bain froid tout le temps, est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, le froid, l'exposition au froid comme le chaud, c'est des process hormétiques, c'est des procédés d'entraînement. Est-ce qu'on s'entraîne tous les jours pour un objectif? On peut dire oui, mais est-ce qu'on va s'entraîner de manière intense tous les jours? On va dire non. Parce qu'il y a des phases où il faut récupérer, et puis il y a des phases où il faut récupérer. Le froid, il faut voir ça comme un mode de récupération en fonction de comment on pratique, mais c'est aussi un mode d'entraînement. Donc parfois les gens disent ouais, je m'expose au froid de manière intense en disant ouais, c'est pour récupérer. Non, là tu t'entraînes. Si tu voulais récupérer, tu ferais juste une douche fraîche,
un peu froide, un peu de sauna ou chaud, froid, Mm. de l'alternance. L'histoire de stretcher ton système nerveux. Si tu commences à dire, voilà, moi je fais un bain de glace tous les jours, je me sens hyper bien, oui, parce que tous les jours, tu te mets une dose de dopamine, mais peut-être qu'à un moment, tu vas appauvrir aussi ton système neurologique. Mm. Et le risque, après, c'est que tu vas être dépendant de ça, mais ton corps, comme toute dépendance, bah, à un moment, il va te défaillir. Mm. Donc c'est pour ça que je donne souvent un peu cet exemple-là des mamies qui nagent Ouais. toute l'année et qui effectivement pratiquent l'exposition au froid ou la nage en mer. Et bah, souvent, il y a aussi on observe du stockage. Voilà, elle stocke parce que le corps est stressé. Mm. Et puis derrière, elle se sèche, donc elle laisse pas le temps au corps de faire de la thermogénèse, de brûler des graisses pour se réchauffer. Elles vont se sécher, elles vont couper le réflexe d'augmentation de température. Derrière, elles vont boire des boissons chaudes rapidement. Ah oui. Alors voilà, c'est des choses qu'on peut faire, par exemple, dans des situations type je nage en eau froide en compétition, où là, effectivement, ponctuellement, on va devoir se réchauffer rapidement, etc., parce qu'on a eu une épreuve physique intense avec du stress plus du froid. Mm. Et là, il faut réchauffer pour pas tomber dans l'hypo. Et il y a le côté où je suis une personne qui fait d'exposition au froid, qui va nager en mer sans stress, tout va bien, je gère mon timing, mais je reste un peu longtemps, derrière je me sèche, je vais prendre de l'eau chaude ou un café ou une boisson chaude, et je vais manger quelque chose. Euh, ouais, c'est pas idéal quoi. Mm. À moins que entre les deux, il y ait eu un sauna par exemple. Ouais, je vois. S'il y a eu un sauna, donc ça coupe pas complètement le corps de son réchauffement, mais ça l'aide un peu. Mais dès que vous allez mettre du chaud à l'intérieur, ça va casser un peu le process de récupération, quoi. Ok. Et donc souvent, bah, ces personnes-là, on voit, elles stockent un petit peu quand même. Mm. Voilà. Alors que normalement, l'exposition au froid, ça fait sécher un peu, Oui. Ouais, je si vois. c'est fait dans les règles. Ok. Mais il faut comprendre tout le process, comme le sauna. Le sauna, c'est extrêmement bon pour la prise de masse musculaire et la sèche, etc. Voilà. Mm. On augmente des performances physiques. C'est assez dingue. C'est assez dingue hein, avec le sauna aussi. Hein. 2 fois une demi-heure de sauna par semaine, ça peut augmenter la prise de masse radicalement. Ok. Je savais pas non plus. Ouais. Et, Mm. je te donnerai quelques infos tantôt. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut explorer à ton degré, comme tu le souhaites, du coup, ce dont on parlait un petit peu au début du podcast et dont tu parles, où tu m'as parlé un petit peu après la formation, de l'aspect financier de la méthode Wim Hof. Donc, qu'est-ce que ça coûte, comment tu y parviens, tout ça. Mais vraiment à ton degré, là où tu te sens à l'aise d'en parler, voilà. Ok. Bah, moi, je suis ostéopathe, donc mon activité principale, c'est l'ostéopathie et les stages que j'organise. La méthode Wim Hof est un outil que j'ai intégré dans les stages que j'organise. Donc, on est affilié avec l'académie de Wim Hof. Donc, on a des contraintes, on est charté. On a des contraintes de communication, on a des contraintes aussi sur la tarification. On a un pourcentage à reverser sur ce qu'on gagne. Et en même temps, tous les ans, on a une recertification qui est payante. Voilà. La formation, bon, voilà, elle a un certain coût. Toutes les informations sur le site de Wim Hof, donc vous pouvez aller voir ça. C'est sûr que si vous vous lancez là-dedans, faut vous y lancer pleinement. Moi, je me suis lancé parce que j'étais convaincu par l'approche, mais je me suis pas lancé là-dedans pour faire du business. Mm. Je l'ai fait parce que c'est un outil que j'avais besoin déjà pour moi, donc j'avais besoin d'aller me former davantage dans l'académie parce qu'il y avait un peu plus d'informations que voilà. Et encore, moi j'ai eu la chance, j'ai été formé avec quelqu'un en France qui déjà était très très impliqué sur l'approche du froid, qui est Leonardo Pelagotti, et Elise Pieter aussi, qui est instructrice aussi, qui était instructrice, ils étaient tous les deux instructeurs, maintenant qui ont monté leur propre académie. Et après, donc, je suis allé me chercher plus d'infos et en même temps passer instructeur niveau 2 en Pologne. Et que dire d'autre? Oui, voilà, après, on peut toujours gagner sa vie, ça dépend comment vous cherchez à faire du business. On peut faire du business, mais l'idée, c'est surtout de vous faire plaisir, d'avoir envie de transmettre, d'avoir envie d'aider. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le travail, il ne faut pas que vous soyez. Faut pas compter tous les jours.
Oui. D'accord. Si vous êtes bon dans votre métier, ça fonctionnera. Après, bah oui, il y a des choses il y a des business plans à monter, des choses comme ça. Le Wim Hof, c'est bien, mais le Wim Hof, attention, c'est un outil. C'est pas un métier non plus. Ouais. Donc, moi, c'est mon approche. Enfin, c'est mon approche du travail. Il y a des gens qui sont uniquement instructeurs Wim Hof, qui ont tout lâché pour être instructeur Wim Hof. C'est un choix. Moi, dans mon approche du soin, le Wim Hof est un outil que j'intègre dans un panel d'outils. Voilà. L'exposition au froid, la respiration en font partie, mais je travaille aussi sur le renforcement musculaire, sur la mobilité, sur l'équilibre postural, sur le coaching neurocognitif. Et ça, on ne voit pas dans la méthode Wim Hof. Ok. Donc, pour moi, ça reste un outil qui est comme un outil très très pertinent et très intéressant. Et néanmoins, il ne faut pas se limiter à ça. Et en plus, c'est un outil qu'il faut réussir à adapter en fonction de ce besoin. Donc, il faut bien le comprendre. Voilà, et bien l'intégrer dans son quotidien. Mais pour ça, il faut aussi avoir une bonne vision de qui on est et de comment on fonctionne et quels sont nos besoins. Ok. Ce que l'approche ne fait pas Introspection forcément. un petit peu. C'est-à-dire, ouais, moi, c'est ce que je fais. C'est Ouais. l'analyse des profils de fonctionnement. Et c'est pour ça que l'approche de la méthode Wim Hof, c'est un outil très puissant. Mais pour autant, derrière, il manque un petit peu d'accompagnement peut-être personnalisé. Ok. Voilà. Ok. Très bien. C'est un petit peu mon état des lieux sur. Voilà. C'est une approche, c'est un outil, mais qui ne peut. Si on cherche à avoir un résultat individualisé, eh ben, il va aider les gens grandement à sortir d'une situation, mais derrière, il faut pérenniser la situation, il faut que les gens ont d'autres outils. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un mythe ou un tabou sur la méthode Wim Hof que toi tu ressors et en gros une idée donnée de quand on parle de Wim Hof, tout ça, euh, et qui dans la vraie vie bah, n'est pas forcément ce que tu as vu ou un petit peu ça une réalité sur la méthode Wim Hof ou pas forcément. Non, moi j'ai pas. En fait, moi ce qui m'intéresse c'est l'approche. Ouais, Toujours, je suis plutôt dans le pratico-pratique. Après, toutes les histoires, toutes les choses comme ça, alors, il y a forcément des histoires. Parce que quand il y a une approche qui fonctionne, il y aura toujours des détracteurs oui, qui vont essayer de trouver des choses à redire sur l'homme ou sur son parcours. mm, Euh, Moi, j'ai envie de dire que je me concentre sur son approche. mm, Le reste, après, effectivement, oui, quand on cherche, on trouve. Voilà, personne n'est irréprochable. Enfin, en tout cas, oui, il faut le tendre à être irréprochable, mais bon, euh, voilà, moi je le remercie pour son approche. Après, ce que j'ai dit, c'est un outil et c'est une personne qui est inspirante, qui en tout cas m'a inspiré pendant quelques temps mm, et qui m'a permis de me motiver à découvrir et acquérir ces techniques. Maintenant, comme chaque approche que j'explore, il faut que je passe à autre chose. mm. Donc voilà. Et sur l'aspect purement hors de la méthode Wim Hof, mais l'exposition au froid, tout ça, des mythes, par exemple, ça peut être ce que tu disais, hein, le 1 degré égale 1 minute ou autre chose, des idées reçues sur l'exposition au froid ou Non, autre. ça, je pense que quand même c'est prouvé. Il y a pas mal d'études et de recommandations qui sont quand même validées. Donc il y a pas vraiment de mythe. Après, c'est une activité qui est en cours d'évaluation, hein. Mm, Donc oui, tout n'est pas complètement encore compris. Donc c'est pour ça je vous conseillerais en tout cas d'être accompagné et puis de demander conseil avant de partir sur trop d'empirisme. mm, Autant moi quand j'ai commencé en 2017-2018, il y avait très très peu d'infos sur ça, à part les gens qui sont dans le nord de l'Europe, qui pratiquent l'exposition chaud-froid. Il n'y avait pas beaucoup d'études qui étaient sorties. Les études Wim Hof, en fait, les premières études elles datent de 2011. Et puis c'est des études avec des faibles pouvoirs, en tout cas, qui ont un faible pouvoir comment dire, en fait, elles ont un impact très important. l'influence quoi. Ouais, Ouais. c'est juste comment dire, des constatations Oui, avec des suggestions de développement d'études. Et puis au fur et à mesure, là, par contre, les études de 2018-2022, là, ça commence à causer un petit peu. Ouais. Quand on commence à avoir 1000 patients,
alors qu'en 2011, on a 130, Mm. c'est pas pareil, quoi. Ouais. Donc, par contre, c'est que je me dis qu'effectivement, les scientifiques s'intéressent au fur et à mesure à cette pertinence-là, cet élément-là qu'est le froid et la respiration, et qu'effectivement, ben, il est temps de s'y mettre, quoi. Mm. Donc, c'est bien. Ok. Est-ce que tu conseillerais l'exposition au froid? Je parle pas forcément de la méthode Wim Hof ou de la respiration, mais plus vraiment de l'exposition au froid en elle-même à une personne qui est atteinte d'anxiété, ouais, vraiment de stress, d'anxiété, parce que bah, on le sait, hein, c'est de plus en plus le cas pour différentes raisons, hein, mais sur la nouvelle Gen Z, hein, on va dire, hein, dont je fais partie en soi, hein, mais, euh, mais de plus en plus de jeunes, on voit que les statistiques d'anxiété ont monté. Est-ce que tu conseillerais ça ou pas? Ou est-ce que justement c'est pareil, un petit peu au cas par cas en soi? Bah, non, je pense qu'au contraire, c'est bien de le faire parce que c'est une approche qui pour moi est naturelle. Mm. S'exposer au froid, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Ça demande juste à se former un petit peu. Mm. Voilà. Après, ça va dépendre de chacun. Mais c'est sûr que s'il y a du stress, c'est-à-dire qu'il y a un système nerveux qui n'est pas complètement bien équilibré. Et au-delà de l'exposition au froid, bah, effectivement, de voir déjà si au niveau postural, au niveau euh, on va dire homéostasique, si votre corps, si votre physiologie fonctionne bien déjà, c'est important, quoi. Ok. Donc pour ça que moi j'intègre tout ce qui est postural parce que la perception de l'environnement c'est ce qui va déterminer nos actions. Oui. Et si on n'est pas dans une bonne norme posturale, l'environnement peut nous paraître stressant et après si on n'a pas cette capacité d'adaptation, ben, effectivement on va prendre davantage ce stress en plein cœur et puis après ben, le système nerveux il a du mal à se détendre et du coup il y a un stress qui devient un peu chronique. Voilà, donc faire du Wim Hof par-dessus ça, c'est bien, mais en même temps, il faut, je pense, le coupler avec d'autres choses, quoi. Ok. Ouais. Et le fait de faire de l'activité physique comme toi tu fais Mm. très régulièrement, c'est même plus que l'activité physique, hein, c'est du sport de compétition, hein. Mm. Tu as une routine, tu as une trame, tu te dépasses, tu crées un stress à ton corps, à ton système nerveux, donc tu le sollicites et après tu le laisses se récupérer. C'est exactement ce qu'il faut faire pour être en bonne santé physique et mentale. Et l'exposition au froid, ça peut aider quelqu'un qui a pas envie de forcément de se mettre au sport tout de suite, mais ça va le sortir un peu de son marasme, Oui. de ses mauvaises habitudes. Voilà, ça va. C'est dur d'enlever des mauvaises habitudes. Par contre, c'est plus facile de les remplacer par des bonnes. Ok. Donc, prendre une petite douche froide le matin, c'est pas très compliqué. Ça permet de se mettre bien tout de suite. Alterner chaud-froid après avoir fait après une journée, ça permet de récupérer. Et puis au fur et à mesure, bah, comme le système nerveux va être mieux équilibré, il y a d'autres envies qui vont arriver. Ça va être l'envie de se dépasser, de se challenger, etc. etc. Voilà. Ok. Tu conseillerais à quelqu'un qui vraiment n'a jamais fait d'exposition au froid de justement cette méthode de douche froide, de vraiment juste commencer en fait bah, l'eau quand elle arrive dans la canalisation, elle est froide naturellement, de juste se mettre sous la douche, appuyer, régler sur chaud Non, et attendre que ce soit froid et attendre que ça monte chaud? Ou... non, après bah, c'est bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Après, il faut qu'il aille se former. Oui. Donc sur de la formation Wim Hof, on va apprendre souvent à faire l'exposition au froid en douche. Donc là, bah, c'est pareil, hein, c'est les mêmes étapes qu'on va avoir dans la formation avec le conditionnement qui se fait avant, Mm. le conditionnement et l'état d'esprit dans lequel on doit se préparer quand on va dans la douche et les exercices qu'on doit faire après la douche. Mais en général, ça prend pas plus de 5 à 10 minutes le matin, hein, de faire ça. Oui, Et oui, ça, oui, c'est bien parce que si on n'a pas un bain à proximité ou l'océan comme nous on a, c'est sûr. Ça m'étonne pas, ça. donc on peut faire ça. Et puis c'est pareil, bah, le froid, bah, si on est un peu trop frileux dès le départ, commencez par une bonne douche chaude. Vous profitez bien, vous montez votre corps en température et après bah, vous allez au fur et à mesure bah, vous exposer au froid, les jambes d'abord, les bras, et Ok. puis après vous tournez. Plus dans le sens inverse du coup. Ouais, l'idée c'est de faire remonter le sang vers le cœur. Ok. Donc bah, en fait on va d'abord passer le jet sur les jambes pour qu'effectivement il y ait une vasoconstriction Ouais. des jambes vers le buste et puis après on va faire les bras pour ramener le maximum vers le cœur et les organes nobles Ok. et puis après on fait le corps pour que vraiment ça se réduise au fur et à mesure. Ok. Voilà. Ok. Très clair. Voilà. Après, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre la tête systématiquement. Alors les gens ils disent ouais, quand je mets la tête, j'ai un shoot je me sens hyper bien. Bah oui, c'est un shoot de dopamine. Hein. Dès que Mm. vous avez du froid sur la tête ou sur le corps, l'exposition au froid, la dopamine elle monte à 230%. Hein. Mm. Donc c'est énorme.
La noradrénaline, qui est notre hormone qui vous booster pour la journée, elle monte à 500%. Donc c'est beaucoup. Mais par contre, si vous mettez systématiquement la tête sous l'eau dès le matin, qu'elle est froide, vous perdez 20 à 30% de votre énergie Ok. de la journée, quoi. Ouais. Et c'est pas négligeable si Mm. vous avez des grosses journées. C'est vrai. Ok. Donc par exemple, c'est pas ce que je conseillerais avant d'aller faire du sport. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Pour clôturer un peu sur le côté Wim Hof et côté exposition au froid, est-ce que déjà tu as d'autres choses à dire? Et surtout, quel conseil tu donnerais à celui qui écoute le podcast là, qui n'a jamais fait de bain froid, d'exposition au froid ou de respiration, quel conseil pour commencer tout simplement, s'il a envie justement Alors de Wim Hof, il commencer? dit respire, Ah, respire, respire. En fait, dès que vous allez pratiquer l'exposition au froid, il faut respirer. Voilà, ne restez pas en apnée. Ça, c'est le conseil. Et après, quel conseil faire? Si il veut vraiment apprendre la méthode dans les règles, c'est de. Alors, il y a toujours les applications, il y a les cours en ligne, mais comme on a dit tout à l'heure, le meilleur moyen, c'est d'avoir un coach, quoi. Et il y en a partout en France. Ça, c'est vraiment démocratisé. En Bretagne, un peu moins, parce qu'on n'est pas vraiment dans la région où il y a des montagnes, il y a des torrents, etc. Pour autant, il fait jamais très froid non plus il en ne soi. fait jamais très froid, mais en dessous de 15 degrés, déjà, ça fonctionne. Ouais. Donc finalement, nous, on a la température idéale au niveau de l'océan et on voit bien qu'il y a de plus en plus Oui. de gens qui nagent en mer. Voilà, donc ça, c'est encore une autre famille. Il y a les hoffeurs avec Wim Hof, et puis après, il y a les gens qui nagent en mer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année Oui. en compétition. Alors, je le faisais déjà depuis des années, mais j'ai commencé à nager en eau froide et en eau glacée cette année. Mm. Parce que pareil, j'ai envie de découvrir un peu cet univers-là, voir jusqu'où je peux aller. Ouais. Et bon, on verra. Je suis pas un nageur à la base, mais j'ai l'envie, j'ai le courage, comme j'ai dit. Donc Ouais. voilà, j'explore ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'aime bien en plus le partager au groupe Mm. des gens que j'ai formés, parce qu'on a un groupe sur Oui. lequel on échange beaucoup sur nos pratiques après respectives. Et du coup, j'aime bien relater un peu ce que je fais pour un petit peu motiver les gens et les inspirer un peu, quoi. Ouais. Donc à se bouger, à prendre des décisions rapidement, entre guillemets rapidement, à agir, pas forcément dans la précipitation, mais quand vous avez des opportunités de ne pas vous poser des questions pendant 107 ans, il faut y aller, go. Mm. Donc c'est pour ça. Parfois je vais me baigner dans 15 minutes et puis je vois Ouais. qui est capable de s'adapter, de poser ce qu'il est en train de faire et de foncer me rejoindre. Voilà, donc c'est pas toujours confortable, mais c'est dans l'inconfort que parfois on a aussi les bonnes surprises et les cadeaux. Mm. Ouais. Et ça, c'était le point encore plus positif qu'on a eu avec du coup ta formation. C'est que tout simplement, la formation ne s'arrête pas aux 5 heures qu'on a passées ensemble. C'est qu'après, on rejoint ensemble une communauté. Et justement, il y a des événements qui ont lieu, comme par exemple, dernièrement, la semaine dernière, on a testé le Deep Foil. Donc, pour expliquer très brièvement ce que c'est, et je t'invite à regarder sur Internet pour avoir une image de ce que c'est, parce que c'est pas hyper facile à décrire, même si c'est un foil, mais est-ce que ça va parler à des Parisiens qui nous écoutent? Je sais pas. Pas Ah, si, forcément. il y a beaucoup de Parisiens qui pratiquent la monopale, mais puis Ouais. l'apnée et puis aussi le wing, hein. Ouais. Wing foil ou même l'equifoil ou le wind foil, hein. Donc Ouais. non. Mais ouais, du coup, le Deep Foil qui a été créé ici en Bretagne à Crozon. Et justement, avec le groupe et tes démarches, on a réussi à du coup arriver à faire tester tout simplement le Deep Foil Ouais, à certains du groupe, quoi. l'idée du groupe, c'est d'explorer un petit peu tout ce qui est en lien avec l'exposition au froid, mais surtout l'univers aquatique qui nous entoure. Donc on a la nage en eau froide, on a la méthode Wim Hof d'exposition au froid, mais aussi on a aussi toutes les approches un peu du nautisme qui nous entoure, quoi. Mm. L'idée c'est, le groupe, on appelle ça les BB, hein, parce que c'est Oui. Bretagne Ice Bath Immersion. Mm. Et ce groupe-là, en fait, c'est un groupe qui fédère tous les gens qui ont cet amour de l'océan et cette envie d'explorer un peu leur capacité, leurs limites. Donc on a des gens de 17 ans jusqu'à plus de 80 pour certains. Et ils ont tous fait la formation Wim Hof. Mais derrière ça, on ne s'arrête pas que à faire du Wim Hof. On se retrouve aussi pour effectivement, en début d'année, on a fait un bain froid et solidaire pour un enfant qui était handicapé qui s'appelle Rilan. Et donc on a recueilli des fonds, quoi. Donc on a fait le bain du Nouvel An, alors pas forcément de manière déguisée, mais avec l'intention en tout cas de se réunir ensemble et d'apporter notre énergie Ouais.
et notre enthousiasme et puis des fonds aussi à la famille pour qu'ils puissent soigner leur enfant, quoi. Mm. Et moi, les parents étaient super contents. La maman, elle est venue avec nous dans l'eau, ça lui a fait un bien fou. On a recueilli un peu d'argent. Ça a permis à cet enfant d'avoir une semaine de soins voilà, spécifiques. Donc vous pouvez aller voir aussi sur internet, il s'appelle Rilan et il est atteint d'une maladie génétique rare et qui est neurologique et qui demande des soins vraiment hyper intenses dans les premiers mois de vie. Et voilà, donc là maintenant il a 2 ans, il progresse vraiment plus que s'il n'avait pas eu ces soins-là. Et donc ben voilà, donc je passe un petit coucou à ses parents, à sa famille. Et voilà, on pense toujours à Rilan et puis on va peut-être remettre ça pour le nouvel an encore l'année prochaine, de faire un bain solidaire. Voilà. Ok, trop bien. Euh, Celui qui regarde ce podcast, tu dois te demander un petit peu qu'est-ce que j'ai sur le nez. Le petit truc sur le nez là, donc pour la petite histoire, on était à la salle tout à l'heure, tous les deux, et c'est un ami à nous, donc Alex, qui regarde d'ailleurs les podcasts, donc coucou Alex, si tu regardes le podcast, qui m'a fait tester ça. Moi honnêtement, je pensais que c'était un peu bullshit, donc c'est un nose trap, je crois que ça s'appelle. Et en fait, le but, c'est tout simplement de mieux respirer. Donc, ça ouvre un petit peu les narines, tout simplement. Juste, ça écarte les narines. Est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas forcément? Bah, j'ai jamais testé, c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Après, moi j'ai tendance à vouloir toujours faire la performance au naturel. Moins j'ai d'outils, Oui, je comprends. ouais, moins j'ai d'outils, mieux je me porte. Ouais. Parce que c'est toujours d'avoir des. Pour moi, c'est un peu. C'est pas je dis pas que c'est un gadget au sens réductif du terme, Mhm. mais d'avoir toujours une béquille pour faire ci, pour faire ça. Je pense que le corps il est capable d'adaptation. Mhm. Et finalement, moi, depuis que je fais la respiration nasale très régulièrement, effectivement, bah, j'ai une meilleure motricité au niveau des ailes du nez. J'ai développé aussi ça. Oui, Et aider, c'est bien, mais quand c'était un peu trop béquille, pour moi, c'est pas bon. c'est vrai. Donc, je pense qu'on peut travailler sa respiration nasale, on peut travailler la forme du visage, elle change au fur et à mesure aussi de l'exposition au froid, de la pratique de la respiration, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, on a des phénomènes de pression qui se créent. Et de la même manière que quand on fait de la musculation avec du serrage de dents, on va avoir la mâchoire qui va se transformer, Mhm. etc. Donc les pommettes qui vont devenir plus saillantes, etc. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de pression. Et donc je pense qu'effectivement ça peut être un outil assez intéressant, assez pertinent, parce que ça peut aider. Mais dans ma philosophie de formation et de travail, j'essaye comment dire, de pas rechercher toujours finalement quelque chose qui peut m'aider alors que je pourrais peut-être le faire physiologiquement. Ouais. Mais je pense que dans l'idée, j'ai envie de tester pour voir, mais je sais qu'à terme, je ne le garderai pas forcément. Mhm. Voilà. Moi, j'avais vu, hein, il y a plein de choses qu'on peut tester. Je sais que moi, parfois, j'ai des masques aussi qu'on peut mettre pour travailler en hypoxie. Oui. Là, c'est encore autre chose, parce que là, Mhm. on crée plutôt, c'est un outil d'entraînement comme une charge qu'on peut mettre sur des haltères. Ouais. Là, toi, tu as un outil pour t'aider à mieux ventiler par les narines. Mais pour autant, je pense que les narines, elles ont un rôle aussi. Il y a, par exemple, quand on inspire et qu'on expire, euh, rien que dans l'inspiration, parfois on a une narine qui va être dominante par rapport à une Oui. autre. Et il y a une autre qui va être plus dominante sur l'expiration. Et ça va s'alterner en fonction de notre état Ouais. neurologique. Je parlais de ça dans un podcast justement qui est un terme assez marrant que j'avais lu dans le livre de James Nestor, Respirer. C'est que tes narines, c'est comme un pénis, ça a des érections. Et en fait, t'as souvent une narine qui est plus grosse que l'autre parce que tout simplement, t'as plus de sang que l'autre et qu'elle gonfle. D'accord, Mais ok. c'est le petit côté marrant que j'avais trouvé là-dedans. Mais Ouais, et puis ben voilà, le nez, c'est quelque chose qui va pousser toute la vie. ouais, Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, d'avoir quelque chose dessus, c'est bien, mais est-ce que ça parasite pas un petit peu le filtrage d'informations? hmm, Et c'est tout ça que voilà, je me pose des questions. Je pense que oui, il faudrait faire des études. C'est ouais, pareil. Aujourd'hui, les gens demandent des études pour plein d'approches, mais hmm, par contre, ils vont jamais se poser des questions s'il y a eu des études sur des outils, quoi. oui, Moi, j'ai déjà vu c'est des vrai. gens sur des salons, que ce soit sur le salon de comment dire, salon tout ce qui est échauffement d'entreprise et comment dire, zut, désolé, fin de journée. L'ergonomie, Non, bienvenue. ouais, Non. ouais, tout ça. Et les gens, ils avaient fait un logiciel qui comment dire, analysait le mouvement des salariés. Et au bout d'un moment, bah, effectivement, les salariés, ils changeaient parce qu'ils avaient remarqué que les mouvements, ils étaient moins efficaces ou machin.
Et je leur dis, bah, ok, super. Et je fais, mais vous avez quoi comme retour en fait? Ils me disent, ah bah en fait, nous, c'était notre mémoire de fin d'études. Mm. Et je fais, ah ouais, et vous le vendez combien? Ils nous vendaient hyper cher le truc. Mais il y avait comme des entreprises qui finalement ne se sont pas posé la question, qui ont acheté carrément le logiciel et le, le produit, Mm. qui finalement n'avait pas vraiment testé sa Démontrer. véracité, de l'efficacité du truc. Mm. Mais pour autant, bah, ils arrivaient à vendre ça, quoi. Ouais. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est-à-dire qu'il y a des formations ou des approches qui coûtent zéro et qu'on peut faire, et qu'il y a des gens qui dépensent une énergie folle pour entraver le développement de ces approches-là. Et il y a des gens qui vendent des produits qui sont sans intérêt parfois, qui sont quelque part mensongers. Mm. Et là, personne ne dit rien, quoi. Et c'est ça qui est, voilà. Bon, Ouais. voilà, après je mets un peu je suis un peu le critique sur ça, mais Non, mais ouais, moi je comprends totalement. En fait, c'est un peu entre guillemets, hein, parce que c'est pas sur le même domaine en soi, mais un parallèle avec donc beaucoup de gens qui écoutent mon podcast pratiquent aussi le lifting, donc le sport que je fais, ou le powerlifting ou la musculation, et ça revient à ok, un squat tu peux le faire sans équipement, mais bah ouais, tu seras plus fort avec équipement. Mais est-ce que pour autant on doit utiliser les équipements ou pas? Ça revient un petit peu au même débat, même si c'est pas exactement sur le même aspect de la santé, même si bon, ça revient un petit peu aussi, vu que c'est une question, ça peut être la question de sauver ses articulations, etc. ça va dépendre de ce que Mais tu recherches, c'est ce c'est qu'on a dit ça. tout à l'heure. Est-ce que tu Pardon. recherches finalement, est-ce que tu recherches à performer en compétition Oui. dans un délai relativement court qui t'abîme peut-être ta santé, Mm. ou est-ce que tu cherches vraiment le squat idéal pour toi, ta santé, et arriver à un max de performance, mais ça va peut-être te demander 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mm. Ça va dépendre de ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches une solution rapide ou est-ce que tu cherches une solution pérenne? Oui. Et je Voilà. pense que nous deux, on a un peu le même état d'esprit en termes de ne pas trop s'approcher de la suroptimisation sportive, quoi. En fait, ouais, il faut pas être, on dit orthopratique, il faut pas être trop rigide. Mm. Faut pas vouloir absolument tout sécuriser, cadrer tout le temps, parce que finalement, il faut laisser un petit peu de part à l'adaptation. Mm. Parce que chacun est différent, donc chaque pratique doit être adaptée à chacun. Mm. Tu dirais quoi à ton toi de 10 ans en arrière? À moi, il y a 10 ans, mais j'ai énormément évolué en 10 ans. Parce Mm. que depuis 2017, j'avais mon projet de monter le centre. Ça n'a pas été une mince affaire. J'ai eu pas mal de choses compliquées. Voilà, au début, j'étais parti sur un centre un peu plus comme ce qui se fait aujourd'hui, mais dans tout ce qui est optimisation de la performance. Ok. Au début, c'était vraiment mon délire, ça. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ce qui fait l'essence même de ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est que les gens soient heureux. Mm. Et le bonheur, c'est pas facile c'est quelque chose qui est pas facile à atteindre. Mm. D'être heureux, c'est très furtif. Oui. Et pour être heureux, il faut savoir déjà qui on est et comment on se situe par rapport aux autres. Donc c'est toute cette démarche-là qui m'a poussé un petit peu à mettre en place ma Bi-Happy, en fait. Donc il y a un jeu de mots quand même. Mm. Mais c'est marrant parce que Bi, c'est être, et Happy, c'est aussi c'est finalement comme application. Oui. Et c'est marrant parce que voilà, à travers finalement, c'est le cheminement d'entrepreneur un peu, hein, mais on fait des choses, ça marche ou ça marche pas, ou on a des réussites, et puis on a surtout des complications à gérer. Donc surtout depuis le moment où on a commencé à investir sur les locaux et tout ça, on a eu pas mal de soucis que j'ai dû gérer, et finalement j'étais bien content d'avoir des outils comme la méthode Wim Hof qui m'ont permis de tenir bon dans des moments où c'était quand même extrêmement tendu en termes de stress, quoi. Mm. Et pour autant, et c'est ce que je dis, j'ai réussi à faire ça, et j'ai réussi à tenir bon et à réaliser des choses en parallèle. Ouais. Il y a des gens, quand ils montent des projets, finalement, quand ça va mal, ils focalisent absolument tout sur le problème, et ils avancent plus du tout. Alors que, en fait, à côté de ça, j'ai réussi à accompagner comme des personnes sur les JO. J'ai réussi à développer l'activité d'ostéopathie en entreprise sur le département. J'ai réussi à créer des partenariats avec des institutions comme l'armée, comme la ville de Brest, comme la ville de Plougastel. Mm. Donc en fait, c'est énorme parce que comme j'ai vu que j'étais pris sur quelque chose et qui me bloquait sur le développement du local et du centre,
j'ai pas pour autant abandonné et j'ai mis toute mon énergie sur le développement du réseau de partenaires et puis des projets de stage. Et je me suis formé sur le niveau 2 de la méthode Wim Hof. Ah, j'ai pas arrêté quoi. Hmm. Donc, mais c'est en partie grâce effectivement à cette ligne directrice et ces outils que j'ai au quotidien quoi. Ok. Ligne directrice, tu dirais un petit peu amélioration continue, quoi. Ou... Ouais, c'est les habitudes qu'on a, en fait, c'est le être. Être, pour moi, moi j'essaye d'être quelqu'un d'intègre, d'incarner les choses que je fais, d'être, de faire ce que je dis. Je m'implique à 100% quand j'ai un patient, à 100% dans un projet. Quand je fais les formations, tu as vu, pendant 5 heures, je suis au taquet. Hmm. Voilà, je peux avoir plein de choses en tête derrière, des soucis, des tracas, mais dès que ça y est, je mets mon costume d'instructeur ou d'ostéopathe, moi je me mets de côté et je suis à 200% à bloc sur vous pour vous donner les outils, les tips, etc. quoi. Hmm. Et ça, je pense que ça, c'est aussi à travers les habitudes au quotidien, que ce soit les habitudes de vie, de sport, relationnel, alimentaire, sommeil, etc., etc. Tout ça, ça demande forcément du travail. Il y a pas de personne qui est impeccable dans la vie. Hmm. Et quand on veut réaliser ses rêves, on sort de sa zone de confort. Et forcément, il faut être capable d'en payer un peu, parfois, le prix. Hein. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est pas agréable, mais c'est derrière, il y a les cadeaux, quoi. Ok. Et puis quand on a un Ouais, c'est problème, il y a bien. toujours un cadeau. J'ai eu une formation là-dessus et je me suis toujours dit ça. Le gars, il avait raison. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution, il y a toujours un cadeau. Ouais. La preuve en est, c'est que je me suis explosé le dos l'année dernière. Euh, voilà, et je vous ai rencontré, j'ai Hmm. rencontré Pierre-Yves, je t'ai rencontré. Ça m'a ouvert une porte que j'aurais peut-être jamais franchie. Oui. Et je serais resté un petit peu dans mon circuit. Ouais. Voilà, et puis voilà, il y a plein de choses à chaque fois. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Euh, il y a plein voilà, j'ai eu plein d'anecdotes. On peut faire un podcast sur tous les Oui. problèmes que j'ai rencontrés et qu'à chaque fois j'ai trouvé des alternatives qui m'ont permis de gagner forcément quelque chose, une opportunité de rencontrer quelqu'un, une opportunité d'avoir un client, une opportunité d'apprendre quelque chose, Hmm. d'apprendre sur moi ou de renforcer mes connaissances sur un sujet. Donc voilà, en fait, dès que vous êtes capable de rester, on va dire, disponible à vous adapter, et ben vous allez à vous adapter assez vite et il faut être disponible à faire un petit effort quand même. Hmm. Voilà, comme je dis souvent, j'ai des patients, ils me disent ouais mais ça va être dur. Je vais pas faire les pompes pour vous, Ouais. je vais pas faire les efforts pour vous. Hmm. Mais les gens qui s'engagent là-dessus, en général, ils sont jamais déçus. Ça paye, quoi. Hmm. Rien n'est simple dans la vie, il faut aller Ouais. chercher, quand on va avec quelque chose, il faut aller chercher. Hmm. Et vous serez toujours content de votre parcours, de la finalité de vos efforts. Voilà. Le chemin, il est toujours hyper sympa en fait, les gens disent ouais, l'effort, c'est pas marrant, ça fait mal, etc. Mais faut apprendre à aimer ça. Hmm. C'est pas d'être, faut pas être maso, hein, mais il y a du plaisir dans la réalisation de la tâche. Et une fois qu'on l'a concrétisé, c'est encore mieux. Ouais. C'est ce qu'on dit en fait. Dans l'effort, c'est la dopamine. Ouais. Et dans l'aboutissement, c'est la sérotonine. Ok. La sérotonine, c'est 1000 fois plus fort que la dopamine. Hmm. C'est ce que les gens vivent quand ils font un marathon. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entraînés pendant des mois. Et le jour où ils finissent leur marathon, c'est l'explosion. Ouais. Et c'est la même chose qu'on voit sur des sportifs qui finalement ont travaillé pendant 4 ans pour des JO et ils ont une médaille. Et là, ils sont au sommet, quoi. Hmm. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher forcément des records ou des médailles pour être heureux. Vous avez un projet, vous y consacrez du temps et l'énergie, et le jour où ça arrive, vous êtes hyper content. Hmm. Mon fils, il a voulu s'acheter un vélo électrique là, pendant un bicycle là, pendant un an. On lui a dit tu le paieras parce que si tu veux ça, tu le payes. Hmm. Donc il a fait les pelouses, il a fait le jardinage, il a bossé à droite à gauche pendant un an. Et puis il a empilé effectivement son budget. Et puis il y a un moment, il a réussi à se payer son truc. Le jour où il a eu,
il avait des étoiles dans les yeux. C'est sûr. Donc en fait, après voilà, chacun a ses propres ambitions, ses propres rêves, mais l'important c'est de s'organiser pour les atteindre. Et puis vous verrez, à chaque fois, il y aura forcément un peu d'effort à fournir. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Il y a pas de. J'ai un ami qui dit ça aussi, j'ai beaucoup d'amis. Mais j'aime bien les écouter parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Mais il n'y a pas de gloire sans mérite. Ok. Quand on veut avoir quelque chose, faut aller chercher. Et ça, c'est des phrases qui m'animent. Ok. Trop bien. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont tu voulais parler ou est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je pense qu'on pourrait parler toute la nuit. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, écoute, ce sera l'occasion de se revoir pour parler. Ouais. Mais, Carrément. mais en tout cas, ouais, je te remercie de m'avoir consacré Merci à toi. en tout cas une page de ton podcast. Et Mm. puis j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que vous avez trouvé un intérêt. Voilà. Mais en tout cas, après, si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas. Hein, je suis disponible. Dans un planning ultra chargé, je trouverai comme toujours 5 minutes. Ouais. N'hésite pas, du coup, tu peux te donner tes coordonnées, tes réseaux, comment on peut s'inscrire à la méthode Wim Hof avec toi. Alors, pour me contacter, vous avez, j'ai une page Instagram, donc c'est Bapi Vincent, B-A-P-I Vincent, ou vous tapez Vincent Brigand, voilà, donc Brigand avec un T, donc je ne suis pas un vrai brigand. Et sinon, j'ai une page Facebook Vincent Brigand ou celle du cabinet, donc c'est Centre Bapi à Plougastel d'Aulas. Ou sinon, je suis sur Google, vous allez trouver rapidement, vous tapez ostéopathe à Plougastel. Voilà, vous avez moyen de trouver assez facilement. Sinon, vous demandez à Pierre de vous transmettre. Et puis voilà. Donc, mais bon, vous tapez mon nom et mon prénom, vous allez forcément trouver des choses sur le web. Très bien, parfait. J'ai l'habitude avec tous mes invités, même quand je n'ai pas d'invité, de clôturer le podcast par une citation. Et quand quand il y a un invité, c'est l'invité qui doit la chercher. Donc, je te laisse un petit temps de réflexion si tu veux. Une Et citation. après, Je te les ai toutes sorties là. Ouais. Une citation. Mm. C'est une citation. Ah, j'ai pas de citation. Ou une phrase clé, hein, mais. Moi, j'aime bien celle de mes collègues du judo, parce que c'est ma seconde famille. Quand vous avez un projet, foncez au départ, foncez au milieu et vous terminez en accélérant. Ok, très bien. Et ben on va clôturer sur ça. Merci beaucoup Vincent pour ton temps. Ouais. Merci et à la prochaine. Salut Pierre. Merci. Merci. Parfait. T'as bien aimé l'expérience? Ouais.